Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Je suis vraiment très touché, très flatté de revenir parce que j'étais venu déjà il y a 18 mois. J'étais venu l'année dernière présenter les travaux de la thèse que j'avais soutenue l'année dernière, une thèse de 3 ans. La deuxième thèse. Alors la dernière fois, on m'avait déjà fait la remarque que je parlais pas assez fort. Donc je vais essayer de porter au maximum, mais je sais que j'ai une voix qui a ses limites. Et je vais faire mon maximum, donc n'hésitez pas à faire signe si jamais vous avez besoin. Pour la présentation de ce soir, donc j'ai eu la chance, comme la dernière fois, en fait, de pouvoir proposer le sujet, et j'ai voulu cette fois choisir une présentation qui ressemble peut-être pas à celle que mes collègues ont l'habitude de faire et qui ressemble pas à celle que j'ai fait la première fois. Beaucoup de mes collègues présentent des résultats d'études, des innovations dans la recherche, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment choisi de vous présenter en pratique, dans la vie quotidienne, en quoi ça se traduit dans ma pratique de psychiatre avec les patients que je rencontre. Et ça va au-delà de la question du trouble bipolaire, parce que je vais vous montrer en quoi aussi ce sont des problématiques qui peuvent tous nous concerner, pathologie mentale ou pas. La dernière fois, je vous avais parlé de la fable des aveugles et de l'éléphant, cette illustration, une fable chinoise ancestrale qui raconte l'histoire de 6 aveugles qui ont entendu parler de l'éléphant, qui n'ont jamais vu d'éléphant, donc ils vont faire l'expérience de l'éléphant. Il y a un aveugle qui va se taper la tête dans le ventre et qui va dire « Ah, c'est dur comme un mur », un autre qui va toucher une patte et qui va dire « Ah, ça ressemble à un tronc d'arbre ». Et chacun des 6 aveugles va avoir la conviction de faire la bonne description de l'éléphant, alors qu'aucun d'entre eux n'approche la totalité de la réalité de l'éléphant. Cette fable nous rappelle que notre perception de la réalité est limitée par nos 5 sens et aussi par notre intelligence au sens de notre représentation du monde, qui est une représentation unique, limitée par notre expérience de vie. Et je vais vous expliquer en quoi c'est très important pour la suite. Je ne sais pas sur quelle touche appuyer. Bizarre. Juste une petite remarque, vous n'êtes pas présenté. Exactement. Merci pour cette question. Je suis Dr Guillaume Font, je suis médecin psychiatre, je travaille à Paris, je travaille à la Fondation Fondamentale aussi, donc j'ai une activité de pratique clinique où je reçois des personnes tout venant en fait, au cabinet, et en même temps je continue des travaux d'exploitation des bases de données auxquelles j'ai contribué à la mise en place dans des études de cohorte en fait, qui ont été lancées à la Fondation Fondamentale il y a quelques années, qui sont encore en cours. Donc les projets étaient de créer une cohorte pour la bipolarité, une cohorte pour la schizophrénie. Et donc nous sommes en train d'analyser les données, et donc comme ça nous avons enfin des données qui concernent des patients français vivant dans les années 2010 en France, et donc c'est l'essentiel de mes travaux. Et là bientôt, j'en profite aussi pour faire l'annonce, je vais prendre un poste de santé publique à Marseille. Alors la santé publique, c'est les médecins qui aident les autres médecins à publier des études, et puis c'est aussi les médecins qui vont aller regarder les bases nationales pour répondre à des questions de santé publique que se posent les politiques publiques. Et donc je vais faire ça avec le professeur Laurent Boyer, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans, qui a été une extraordinaire rencontre professionnelle, parce que c'est grâce à lui en fait, que j'ai vraiment pu démarrer mon activité de recherche. Il m'a appris énormément, et donc je vais le rejoindre dans son équipe à partir du mois de décembre. Je vous ai donc parlé de la fable des aveugles et de l'éléphant, et la dernière fois je vous avais parlé aussi de la sérendipité. Pour moi c'est très important de rappeler cela parce que ça va conditionner aussi toute notre approche pour la suite de cette conférence. Le conte des princes de Sérendip raconte l'histoire d'un roi qui avait 3 fils, et il souhaitait donner la meilleure éducation possible à ses fils, et pour cela donc il convoque les meilleurs précepteurs du royaume. Et pour parfaire leur éducation, il va décider d'exiler ses fils à leur majorité pour les contraindre à aller explorer le vaste monde et utiliser leur sagacité à l'épreuve de la nouveauté, de la découverte du monde. C'est ce conte qui a donné le concept de sérendipité, qui a été repris par Voltaire dans son livre Zadig ou la destinée, puis qui a été aussi repris
par un médecin célèbre que vous connaissez tous, qui est Sir Arthur Conan Doyle, qui a créé le personnage de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes qui va donc aller piocher des indices pour construire une théorie qu'il va mettre à l'épreuve de la réalité pour aller confondre le coupable. Ce principe de sérendipité, c'était le mode de découverte majoritaire jusqu'au XXe siècle, et c'était celui qui était enseigné par Pasteur à ses étudiants. Il est découpé en 4 étapes. L'étape dont on parle dans le langage commun, c'est l'étape de découvrir quelque chose par hasard. Or, en fait, la sérendipité, c'est vraiment un processus en 4 étapes. Le premier processus, c'est lorsque je veux résoudre un problème ou aller découvrir un nouveau champ de connaissances, je vais avoir une première étape où je vais engranger des connaissances. C'est comme l'étudiant qui va réviser un examen, par exemple. La deuxième phase, on en parle assez peu, c'est une phase de jachère pendant laquelle l'esprit, au repos, va réorganiser les connaissances pour former un système logique. Ça se passe majoritairement pendant le sommeil, mais aussi pendant le temps de repos. Et il y a de nombreux prix Nobel qui rapportent qu'ils ont pu résoudre des problèmes en se baladant avec leur famille le dimanche, par exemple. Malheureusement, on n'a aucun pouvoir sur cette étape, c'est une étape majoritairement inconsciente. Et le processus même de sérendipité, c'est la troisième étape, c'est que dans ce système de connaissances acquises, que l'on pense à un instant T être la vérité, arrive un événement qui ne rentre pas dans ce système, qui ne colle pas à l'état des connaissances acquises. Là où les personnes qui n'auront pas fait les 2 premières étapes vont dire « passez votre chemin, c'est un artefact » ou « ça ne remet pas en cause les connaissances », la personne qui est dans le processus de sérendipité, donc notamment le chercheur, va dire « là, il y a quelque chose qui ne rentre pas dans mon système logique » et à partir de là, va élaborer une nouvelle théorie qui va intégrer ce nouvel élément dans la connaissance acquise, donc une nouvelle proposition. Et c'est comme ça que les théories ont évolué au fil des siècles, jusqu'au XXe siècle, où là, le paradigme a été remplacé par l'evidence-based medicine, la médecine basée sur les preuves, et là on est rentré dans des essais contrôlés, randomisés, en double aveugle. Donc ça, d'un point de vue statistique, c'est beaucoup plus puissant. Par contre, le prix à payer pour cette puissance, c'est qu'on a cassé la créativité et la découverte. Donc ce que je vais vous présenter ce soir, ce sont des découvertes qui ne sont pas encore rentrées dans le système des connaissances acquises, qui peut-être y rentreront, peut-être pas, seul l'avenir le dira, mais en tout cas, on peut dès aujourd'hui proposer des choses pour aller plus vite que les recommandations, parce qu'entre une découverte et que cette découverte entre dans les recommandations de pratiques courantes, il se passe en moyenne 15 à 20 ans. Donc, quand on est dans des recherches de solutions et qu'on a déjà essayé les solutions existantes, on est quand même tenté d'aller regarder ce qui est en train de se faire au niveau de la recherche, bien sûr, en ayant toujours à l'esprit qu'il faut respecter le principe de précaution et la balance entre les bénéfices et les inconvénients potentiels. Et là, ce que je vais vous présenter ce soir, la totalité de ce que je vais vous présenter ce soir n'a aucun inconvénient potentiel, donc pour moi, c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller l'explorer. Donc cette théorie de la sérendipité se résume par la phrase fameuse de Pasteur, « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Donc ce soir, on va réfléchir et préparer nos esprits ensemble. Alors pour rappel, cette théorie de la sérendipité donc, avait été déployée par Thomas Henry Huxley, le grand-père d'Aldous Huxley au XIXe siècle. Il était surnommé le bulldog de Darwin. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le grand débat scientifique, c'était les théories de l'évolution. Aujourd'hui, 99% des scientifiques acceptent les théories de l'évolution. À l'époque, c'était le grand débat. Et une des découvertes les plus fameuses qui illustre la sérendipité, c'est Alexander Fleming qui, en 1928, faisait des travaux sur des bactéries. Et il rentre de week-end et il regarde ses cultures bactériennes. Et le lundi matin, quand il revient, il trouve ceci, c'est-à-dire une contamination de ces cultures, donc des spores de pénicilline en fait, qui ont contaminé ces échantillons. Et là où, comme des centaines d'autres chercheurs qui ont vécu la même chose avant, il aurait pu jeter ces échantillons et dire « je recommence mon expérience », il est allé regarder au microscope et a constaté qu'autour de la pénicilline, les bactéries avaient été détruites et il découvre le premier antibiotique. Et il faudra encore 20 ans pour que l'industrie pharmaceutique arrive à le synthétiser en masse
et en faire donc l'antibiotique de référence, notamment pour la Seconde Guerre mondiale, et donc qui va sauver des millions de vies. En psychiatrie, tous les traitements psychotropes qui sont prescrits aujourd'hui ont été découverts par sérendipité. Donc on a une grande humilité en psychiatrie, c'est-à-dire que à un moment donné, on s'est dit, avec des hypothèses sur le cerveau, des cascades moléculaires, on va pouvoir trouver des nouveaux médicaments. Mais force est de constater qu'au jour d'aujourd'hui, en 2017, ce qui a le mieux marché pour l'instant, c'est la sérendipité. C'est découvrir des phénomènes par hasard, mais avec un esprit préparé et aller explorer pourquoi ça marche. L'exemple le plus fameux, c'est dans la schizophrénie, les antipsychotiques. À la base, c'était Henri Laborie, un médecin français, qui travaillait sur le stress post-traumatique du cochon d'Inde. Donc on était un peu loin des troubles psychotiques. Et en fait, il demande à un laboratoire une molécule, il voulait une molécule dont la propriété principale était l'indifférence affective. Parce qu'il avait besoin d'un agent anesthésique pour les blessés de guerre. Il faisait donc de la recherche sur la chirurgie d'urgence. Et donc le laboratoire Ron Poulin lui donne une molécule qu'il va essayer. Donc il constate cette propriété. On parle à ses collègues psychiatres du Val-de-Grâce qui décident de l'administrer à leurs patients très agités, parce qu'à l'époque, on n'avait que les barbituriques pour les services de psychiatrie, et donc souvent, quand on y rentrait, c'était assez rare d'en sortir. Et les psychiatres constatent une baisse de l'agitation, et ça aurait pu s'arrêter là, s'ils n'avaient pas été dans le processus de sérendipité. Et ensuite, c'est Delay et Dennecker à Sainte-Anne, qui eux aussi décident d'administrer la molécule à leurs patients, et qui constatent, et c'est là le processus de sérendipité, qui constatent au bout de plusieurs semaines la régression des délires et des hallucinations. À l'époque, il était inconcevable pour des psychiatres de pouvoir proposer qu'une molécule puisse faire régresser des symptômes comme des délires ou des hallucinations qui étaient considérés être dans la psyché. C'est de là que venait le mot psychose. La psychose, c'était dans l'esprit, la névrose, c'était dans les nerfs. Donc la névrose, c'était quelque chose de moins grave, perçu comme moins grave, et la psychose, les symptômes de délire et d'hallucination étaient considérés comme trop dans l'esprit pour pouvoir répondre à un traitement biologique. Et c'est pour ça que cette classe a été appelée neuroleptique et non pas antipsychotique, parce qu'il a fallu encore quelques années pour qu'on puisse suggérer qu'une molécule puisse faire régresser des symptômes comme les délires, les hallucinations. Donc là, on prend conscience, c'était il y a seulement 60-70 ans, qu'on a fait déjà énormément de chemin. Donc il faut aussi, je dis ça aussi pour garder l'espoir, parce que parfois on peut avoir l'impression que ça va lentement, mais en même temps, on avance beaucoup. Pour les troubles bipolaires, l'histoire du lithium, c'est la même chose, vous le connaissez peut-être. En fait, moi j'ai découvert assez récemment qu'en fait, à la base, quand on a découvert que le bicarbonate de lithium était antimaniaque, et ben on pensait que c'était la partie bicarbonate, le principe actif. Et il a fallu plusieurs années pour qu'on comprenne que c'était la partie lithium en fait, qui avait un effet thérapeutique. Et là encore, on ne pensait pas qu'un ion, donc un simple atome, puisse améliorer des symptômes comme les symptômes maniaques. Et on peut raconter ça dans toutes les classes thérapeutiques de la psychiatrie. Alors maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Ce soir, je vais vous présenter un tas de choses qui peuvent, en apparence, ne pas avoir de lien, sauf que le fil conducteur, c'est que c'est ce que je propose tous les jours aux patients que je rencontre. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains, que nous avons un corps et un esprit, et dans mon approche, c'est que mon approche, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est ma croyance. Moi, j'ai une approche moniste, ce qui veut dire que je ne fais pas de différence entre le corps et l'esprit. Donc, mon postulat de base, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir un psychisme sain si l'organisme est en souffrance et réciproquement. Donc, on revient à un esprit sain dans un corps sain, la devise de Sparte. Et ça, c'est assez important parce que pendant longtemps, on a dit que la psychiatrie, c'était dans le cerveau. Et ce que je vais vous présenter ce soir, eh ben, on va beaucoup sortir du cerveau. Alors, je commence par ce qui nous concerne tous, au jour le jour, l'alimentation. Alors, j'ai été contacté par des équipes de Canal+, il y a un mois, pour la semaine du sang. Il y avait le sans gluten, le sans lactose, tout ça, il y avait le salon du sang. Et ils voulaient absolument me faire dire qu'on rentrait dans une espèce d'obsession autour de l'alimentation. Et le propos, en fait, moi je ne suis pas du tout d'accord en fait, avec cette vision des choses.
il y a un courant énorme qui est en train d'émerger en psychiatrie qui s'appelle la psychonutrition. Et ce courant, en fait, on a du retard sur les Australiens et les Américains. L'hypothèse de base. L'hypothèse de base, c'est que nos aliments vont influencer, premièrement, les bactéries de notre tube digestif, qui elles-mêmes vont influencer tout un tas de choses dans l'organisme. Je ne l'ai pas représenté ce soir, mais si le sujet vous intéresse, il y a des conférences sur YouTube où j'ai expliqué ça. Les aliments vont apporter tout un tas de facteurs nutritifs et vont impacter le fonctionnement de l'organisme global, de la circulation sanguine, du système inflammatoire, des poumons, du cœur et aussi du cerveau. Donc en apportant des nutriments, et cet effet va être différé dans le temps, c'est-à-dire que ça va être un effet de répétition, un effet cumulé. Mais des études ont démontré qu'en changeant une alimentation, quand on passe d'une alimentation riche en sucre raffiné et en graisses saturées à une alimentation riche en protéines et en fibres, en 2 semaines, on perçoit des modifications du microbiote intestinal, donc des bactéries de notre tube digestif. Donc ça veut dire que ça peut aller assez rapidement. Et on va le voir ce soir quand on regarde la cinétique aussi du mental, quand par exemple les processus du changement, quand on veut acquérir une nouvelle habitude par exemple, on est dans le même ordre de grandeur, on est dans l'ordre des semaines. Donc ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant conceptuellement. L'idée, maintenant, c'est avant, on disait, au début des années 2000, il faut prendre soin de la santé des personnes qui ont des troubles psychiques parce que leur espérance de vie est diminuée, ce qui est une réalité. Et on voyait que les causes de mortalité, c'était essentiellement des causes cardiovasculaires, des infarctus, des AVC, etc. Et aussi le tabagisme qui est toujours responsable d'énormément de décès. Et donc l'idée, pour les psychiatres, c'était il faut prendre soin de la santé, mais ça devrait être un généraliste qui le fait, mais en pratique, souvent, il n'y a pas de généraliste, et puis en pratique, souvent, les patients, ils n'y vont pas, et puis c'est compliqué, donc il faut que ce soit nous qui le fassions, mais en même temps, c'est compliqué de prendre le tour de taille dans un service de psychiatrie, etc. Et c'était un peu ça, l'idée, dans les années 2000. Maintenant, le nouveau paradigme que je pressens, et que je pense qu'il va arriver, enfin, il est déjà là, en fait, c'est que l'alimentation fait partie intégrante du schéma thérapeutique. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, à mon sens, d'attendre d'un psychisme d'être dans l'énergie, d'être dans des pensées positives, d'être dans l'action et dans les projets, dans l'ouverture au monde, s'il est au sein d'un corps qui, lui, est en train de manger des déchets, des déchets, des déchets. Ça, c'est l'hypothèse de base. Quand je le dis comme ça peut paraître soit évident, soit voilà, mais en pratique, ça veut dire que maintenant, dans la plupart de mes consultations, j'ai une séquence alimentation. À tel point d'ailleurs que les gens me disent, et même dans les émissions quand je passe, c'est assez rare d'entendre un psychiatre parler de nutrition en fait. Et même au sein de la nutrition, j'ai découvert qu'il y avait plein de courants. Il y a les diététiciens, les médecins nutritionnistes et les naturopathes. Et tout le monde n'a pas les mêmes théories, il y a plusieurs chapelles. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir qui fait consensus actuellement? Les choses qui sont, je pense, indiscutables, c'est que si j'amène des graisses saturées et des sucres raffinés, donc des sucres rapides à mon corps, je vais, dans les deux cas, alors aliments type Nutella, glace, la glace, il y a 50% de sucre, 50% de graisse. Et en fait, il y a 2 systèmes d'extinction de la satiété, un qui est basé sur le sucre, un qui est basé sur la graisse, sauf que si vous absorbez les deux en même temps, et ben les deux sont neutralisés et du coup, il n'y a pas de système de satiété. C'est pour ça que la junk food, en fait, est une alimentation où on peut avoir faim toutes les 2 heures en permanence. Je pense que vous avez peut-être fait l'expérience après un McDo, généralement on est calé à la fin et puis 2 heures après on a faim. Enfin, moi en tout cas c'est mon expérience du McDo. Donc j'ai arrêté évidemment le McDo depuis. Donc l'idée, c'est qu'en fait, c'est la prise de conscience que si je consomme des sucres, 3 heures plus tard, je vais avoir faim, et donc je vais avoir une appétence pour reconsommer des sucres. Il y a des études qui ont été faites chez les mouches drosophiles, qui ont montré, ça c'est sorti cette année, que les bactéries du tube digestif de la mouche sont capables de contrôler la mouche pour aller choisir les aliments qui conviennent le mieux aux bactéries du tube digestif. Alors que la mouche ne peut pas faire la différence entre les aliments. C'est-à-dire que les aliments sont en tout point semblables, même odeur, même aspect, etc. Il manque juste un acide aminé, et si c'est l'acide aminé qui manque aux bactéries pour fonctionner, et ben hop, elle dirige la mouche vers l'acide aminé en question. On n'a pas démontré ça chez l'être humain,
Par contre, il y a des travaux qui sont à Créteil sur l'alcool, par exemple, et sur le tabac aussi, et qui montrent que les personnes qui ont des surconsommations d'alcool ou qui sont fumeurs ont des microbiotes différents des non-fumeurs et des personnes qui ne consomment pas ou peu d'alcool. Donc c'est des indices indirects, tout ça, mais en tout cas, on voit des liens entre des perturbations des bactéries du tube digestif et des symptômes que l'on voit et qu'on attribue à des comportements, en fait. Donc il n'y a a priori pas de raison, même si nous avons un formidable libre arbitre, et ça va être le sujet de ce soir aussi, il n'y a pas de raison de penser qu'a priori nous soyons différents des autres mammifères, et chez la souris, c'est parfaitement bien démontré qu'une souris qui naît en conditions stériles va développer des troubles anxieux très sévères, et parfois même des automutilations. Si on lui injecte des probiotiques dans le tube digestif, les symptômes disparaissent complètement, sauf si on attend 9 semaines, ce qui correspond à l'adolescence chez la souris, et là, dans ce cas-là, c'est irréversible. Ce qui signifie que les bactéries du tube digestif ont un rôle dans le développement du système nerveux central, dans le développement du cerveau. Donc ça, c'était pour la partie alimentation. Donc, quand j'ai commencé à parler de ça en arrivant, là je suis à Paris depuis 2012, mes collègues très sympathiques disaient Guillaume Font, il veut soigner les maladies mentales avec des asperges et des yaourts. Mais après, ça s'est amélioré quand il y a eu des financements européens à plusieurs millions d'euros pour aller explorer cette piste-là. Alors, je voulais aborder, ce soir vous allez voir, je vais aborder des trucs, comme je me suis dit, c'est peut-être ma dernière conférence, parce que je vais quitter Paris, alors je me suis dit, j'y vais. Voilà. Et puis en plus, je me suis émancipé de Créteil, donc du coup, je suis libre. Donc, je voulais vous parler du jeûne. Alors, le jeûne, c'est une question qui pour moi est très importante, parce que j'arrive pas à obtenir de financement pour des recherches, et puis j'arrive même pas spécialement à convaincre mes collègues. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout a commencé, comme pour beaucoup de monde, je pense, par le visionnage d'un reportage sur Arte. En fait, en 2011, il y avait un reportage sur le jeûne thérapeutique. Et je vois ce reportage, et là, je me dis, c'est génial. Et je veux absolument aller voir si ça a été testé en psychiatrie, parce que ça parlait surtout du cancer, des maladies inflammatoires, etc. Et je vais regarder en fait dans la littérature, et les seules données que je trouve, c'est des données allemandes, parce que le jeûne se pratique beaucoup en Allemagne et en Russie. Et c'est sur la polyarthrite rhumatoïde, et ça montre que les patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, donc c'est une maladie inflammatoire qui touche les articulations avec beaucoup de douleurs, ont plus d'anxiété, de dépression que ceux qui n'ont pas de polyarthrite. Alors on pourrait dire, bah oui, c'est normal, ils ont une polyarthrite, sauf qu'en fait, ils ont plus d'anxiété et de dépression que d'autres maladies chroniques qui ne sont pas inflammatoires, comme l'arthrose par exemple. Et quand ces personnes jeûnent, en 48 heures, on n'a aucun traitement psychotrope qui a cette vitesse d'action. En 48 heures, il y a une diminution des symptômes d'anxiété et de dépression chez les personnes qui font un jeûne thérapeutique pour une polyarthrite rhumatoïde. Donc on a publié une revue de la littérature avec les collègues allemands, ils ont été adorables. Et donc on a fait cette revue ensemble, je trouvais ça génial, parce que moi à l'époque je n'avais pas publié grand chose, et puis ils étaient très enthousiastes. Et donc c'est la seule revue encore aujourd'hui sur la question. Et la raison pour laquelle c'est pas plus étudié, c'est parce qu'en fait, probablement la première raison, c'est qu'il n'y a pas de molécules, donc il n'y a pas d'argent. Voilà. Et la deuxième raison, c'est qu'on dit quand même que c'est à faire sous surveillance médicale et que le risque somatique est mal évalué. Enfin, en fait, il est bien évalué, mais pas dans des populations psychiatriques. Et l'inquiétude, ce serait potentiellement d'aggraver certains symptômes, notamment par exemple des troubles du comportement alimentaire. Donc pour l'instant, on en est là. Alors du coup, qu'est-ce que je fais actuellement? J'essaye de couper la poire en deux, parce que le jeûne thérapeutique, c'est un peu violent, c'est vrai, hein, je l'ai essayé. Alors ça consiste en quoi? Le jeûne thérapeutique, ça consiste à absorber 200 à 500 kilocalories par jour. Pas zéro, parce que si vous absorbez 0 kilocalories, vous allez faire une acidocétose au bout de 3 jours. C'est une réaction de l'organisme avec des corps cétoniques et ça peut donner du coma. Donc évidemment, on ne veut surtout pas ça. Et dans le diabète, ça peut être très grave. Ça peut conduire à la mort. Donc il faut quand même absorber un minimum de calories pour éviter cet effet-là. Et ensuite, ça représente 2 pommes par jour ou 2 bols de légumes mixés par jour sans additifs. Donc vous représentez ce que ça fait. Alors, inutile de préciser qu'on pense tout le temps à manger. Et par contre, on a le droit aux boissons à volonté, eau, thé, café, sans sucre évidemment. Et on fait ça pendant 1 à 3 semaines.
Alors je l'ai fait pendant 4 jours à Montpellier, j'ai arrêté parce que mes amis m'ont dit Guillaume, on voit tes joues qui commencent à se creuser, donc là il vaut mieux arrêter. C'est vrai que j'ai tendance à perdre très vite du poids, donc j'ai arrêté. Mais je l'ai fait 4 jours et c'est vrai qu'en fait on ressent, alors qu'on peut avoir peur de faire des hypoglycémies, d'avoir du mal à se concentrer, de manquer d'énergie, en fait qu'est-ce qui se passe dans le corps à ce moment-là? Il y a un mécanisme qui s'appelle la sanogenèse. L'idée c'est que notre corps n'est pas programmé pour avoir un apport alimentaire à heure fixe et riche en calories. L'évolution de l'alimentation a été beaucoup plus rapide que celle du corps et notre alimentation a considérablement changé en 3 siècles. On a notamment commencé à consommer beaucoup de céréales, ce qui n'était pas le cas avant. D'où la théorie sur le gluten, etc. Et donc l'idée, c'est que si je me mets en jeûne, ce qui se fait dans les 3 grandes religions du livre et aussi dans certaines religions hindouistes, l'idée c'est que si le jeûne a été validé dans les grandes religions, c'est parce qu'il y a ce sentiment de légèreté, de bien-être propice à la spiritualité qui s'installe. Et donc ça, c'est déjà une validation historique, pour dire que s'il y a autant de cultures différentes qui ont validé le jeûne de différentes façons, le ramadan, le carême, etc., c'est probablement déjà qu'il se passe quelque chose dans le corps. Et il y a des personnes qui proposent d'ailleurs comme théorie que si quelque chose a été validé depuis plus de 100 ans dans l'humanité, c'est probablement justement qu'il y a quelque chose de bon, comme le vin rouge par exemple. Et on m'a dit le tabac aussi, le tabac a plus de 100 ans, et c'est vrai que, mais c'était pas le tabac avec les additifs qu'on connaît aujourd'hui aussi. Donc, y a-t-il une option moins stricte qui peut être proposée? L'option que je propose, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent consiste à mettre son intestin au repos 12 à 16 heures par jour. En pratique, c'est assez simple parce qu'on est déjà en train de jeûner quand on se lève le matin. Donc le plus simple, c'est de sauter le petit déjeuner. Alors il y a plein de gens qui me disent « Ah, moi je peux pas, moi il faut absolument quelque chose avec le café, etc. » Donc j'en parle longuement avec les patients. Je leur dis « De toute façon, vous êtes entièrement libre d'essayer. » Et c'est vrai que j'ai vu des résultats, notamment chez les personnes qui ont des troubles digestifs, des ballonnements, des intolérances, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir, même sans aucun problème psychique d'ailleurs, juste pour les histoires du microbiote intestinal. Et j'ai eu des témoignages, effectivement, d'amélioration, par exemple, d'une jeune fille qui avait une rectocolite hémorragique, d'amélioration de personnes qui avaient des inconforts digestifs, des ballonnements douloureux, des choses comme ça. Et donc en pratique, donc ce qui fait peur, c'est le fait de manquer de carburant pour le matin. Sauf que si on n'absorbe pas de sucre le matin, normalement, il n'y a pas la fringale de 11h, 11h30. Normalement, le premier jour où on le fait, le corps réclame, et à partir du 2e jour, normalement, il s'est tout de suite il s'est adapté au nouveau mode. Donc ça, c'est quelque chose que je propose, qui n'est pas systématique. Mais si la personne, par exemple, se plaint d'un manque de concentration, de mémoire ou d'énergie, ça peut faire partie des choses que je propose. Dans le repas de midi, je rappelle aussi qu'il n'est pas intuitif, qu'on peut croire que manger riche, manger calorique, va augmenter l'énergie. Or, c'est l'inverse, parce que si je mange calorique, il va y avoir un afflux de sang autour de l'intestin. Ce sang-là ne sera pas utilisé pour des organes dont l'organisme n'a rien à foutre, comme le cerveau par exemple. Le cerveau, quand on est en hémorragie, quand on perd du sang, c'est un des premiers organes qui est dévascularisé, on tombe dans les pommes très rapidement. Les organes nobles, c'est le cœur, les poumons notamment. Donc, le rappel que le repas de midi doit être le plus léger possible. Idéalement, la salade composée, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que du coup, on amène des prébiotiques. Les prébiotiques vont fertiliser les bonnes bactéries anti-inflammatoires dans le tube digestif. Et en plus, ça va ralentir la digestion, donc ça va prolonger les effets de la satiété. Et par contre, ensuite, le repas du soir, là, c'est open bar. On peut, a priori, manger à peu près tout ce qu'on veut, dans les limites du raisonnable, évidemment. Mais en tout cas, il n'y a pas de recommandation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de privation spéciale, il n'y a pas d'aliments qu'il faut absolument éviter, du moment que tout cela s'inscrit dans un apport de légumes verts et si possible aussi de salade. La salade, c'est un aliment que je recommande beaucoup pour tout un tas de raisons, c'est hypocalorique notamment. Et après, on peut se faire plaisir sur des choses, mais il faut que la moitié de l'assiette environ soit constituée de verre. C'est ce qu'on recommande, en tout cas pour des personnes qui vivent en milieu urbain sans dépenses énergétiques particulières. Alors j'ai assez vite été catalogué comme le monsieur oméga 3 de la psychiatrie.
Je l'ai encore vécu il y a 3 jours parce que j'ai rencontré une collègue et ça m'a fait super plaisir. Il y a un des plus grands compliments qu'on puisse avoir en psychiatrie, c'est quand il y a un collègue qui nous dit « j'ai vu ta conférence au mois de mars et depuis je prescris ça » et ça c'est génial. Et donc du coup, cette collègue m'a parlé des oméga 3 et elle m'a dit « depuis que j'ai vu ta présentation en mars, j'ai commencé à le mettre à tous mes patients. » Et mes patients me disent « je me sens mieux ». Et quand je leur demande « mais qu'est-ce qui va mieux ?», ils répondent « je sais pas ». Voilà. Donc ça c'est le retour d'une collègue, je ne l'ai pas inventé. Alors, explication sur pourquoi les oméga 3. Les oméga 3 en fait ont été très popularisés, très médiatisés par David Servan-Schreiber avec son livre Guérir dans les années 2004. Et puis en fait ça a été contre-productif parce que comme ça a été vu comme entre guillemets les nouvelles thérapies New Age, et bien du coup c'est retombé aux oubliettes entre temps, sauf que c'est revenu par des méta-analyses en fait au niveau international, mais c'est pas revenu spécialement en France en fait. Et en fait, j'ai découvert, et c'est ça qui est génial dans la recherche aussi, c'est qu'en soumettant une revue de la littérature sur les anti-inflammatoires, donc moi je voulais chercher en quoi les anti-inflammatoires pouvaient être utiles dans le traitement des maladies mentales, et un des reviewers, donc c'est les gens qui relisent les articles pour les valider ou les invalider, a dit « mais vous n'avez pas parlé des oméga 3 ». Et moi je ne savais pas du tout que les oméga 3 étaient anti-inflammatoires, je l'ai découvert comme ça en fait. Et personne autour de moi ne m'en avait parlé en fait. Et donc à cette occasion-là, je découvre que les oméga 3 ont tout un tas de propriétés que je ne pourrais pas toutes vous citer ce soir, et qui sont compliquées en plus. En fait, ils agissent sur la prostaglandine, et la prostaglandine, c'est la molécule à l'origine d'une cascade inflammatoire. Donc, les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Ce sont aussi des neuromodulateurs. Le docteur Nuss travaille à Saint-Antoine sur les effets au niveau neuronal des oméga 3. En fait, les oméga 3 donc, vont s'insérer dans les membranes des cellules et vont modifier comment les récepteurs se dépolarisent, etc. L'hypothèse, comme pour la précédente, pour l'alimentation et pour le jeûne, c'est que nous avons une alimentation, alors là je ne suis pas dans le cachet d'investigation mais presque, nous avons une alimentation qui est de plus en plus carencée en facteurs nutritifs. Pourquoi? Parce qu'il y a les conditions de production, les conditions de conservation. J'ai découvert par exemple qu'un saumon, alors le saumon c'est riche en oméga 3, mais un saumon qui est congelé, au bout de 6 mois, il n'y a plus d'oméga 3. Je suis allé regarder du coup dans le supermarché en bas de chez moi les dates de congélation et c'était début 2016. Donc les saumons congelés n'ont plus d'oméga 3. Donc on peut se dire je mange sain, je mange quelque chose de bien, voilà. Et en même temps, en fait on mange un aliment, on mange un cadavre en fait, pour parler vulgairement. Enfin vulgairement, c'est pas vulgairement, mais pour parler schématique. Et donc du coup, ça devient de plus en plus compliqué, notamment pour les personnes qui n'ont pas le temps, les personnes qui n'ont pas l'argent. Ça devient de plus en plus compliqué de manger sain. Et j'avais bien aimé la phrase qui disait que c'était une des violences, une des plus grandes violences faites aux pauvres, que effectivement ça coûtait très cher de manger sain, et que ça ne se voyait pas en fait. Et donc un des moyens que l'on a, c'est les compléments alimentaires. Alors c'est sûr que quand on prend je calcule combien je prends le matin, mais bon, c'est vrai que ça peut être entre 5 et 10. Pour ma part, je prends des oméga 3 quasiment tous les jours et de la vitamine D quasiment tous les jours. Pour tout un tas de raisons que je vais vous expliquer. Et alors c'est peut-être ma croyance, mon effet placebo, mais je me le valide pour moi, et c'est vrai que je le valide aussi du coup avec les patients à qui je l'ai prescrit. Et en plus, il y a des études qui soutiennent tout ça et qui démontrent des effets. Donc l'idée, c'est qu'en fait, chaque jour, pour être sûr d'avoir l'apport nécessaire en oméga 3, il faudrait avoir au moins 1 gramme d'EPA par jour. Le PA, c'est un type d'oméga 3. Donc quand vous prenez les oméga 3, vous avez à chaque fois le type d'oméga 3 qui est indiqué, EPA et DHA ici. Et alors, il faut faire très attention. Donc là, j'ai pris 2 marques parce que je rappelle que je n'ai pas d'action dans aucune boîte d'oméga 3. Et si jamais il y a un capital qui est diffusé dessus dans 2 semaines. Et ici, vous avez les taux. Donc, parce que ça, je l'explique à mes patients du coup tous les jours, parce que c'est un peu compliqué. Donc là, il y a le taux d'EPA. Donc finalement, c'est pas le taux global, c'est le taux d'EPA qu'il faut regarder. Et donc là, si je vois qu'il y a 240 mg d'EPA par jour, il faudra que je prenne 4 gélules. Parce qu'on me demande du coup combien de gélules par jour. Je dis qu'il faut calculer pour avoir un gramme. Et il y a des gélules qui peuvent être plus riches, qui peuvent aller jusqu'à 300 grammes, 350, etc. Donc du coup, c'est très compliqué de regarder le rapport qualité-prix si on veut de l'EPA. Voilà, ça fait partie des choses qui sont un peu compliquées. Et en plus, il n'y a pas de recommandations après sur
d'autres choses, origine végétale, animale, etc. Donc le DHA en fait est plus utilisé dans le corps et le PA plus dans le cerveau. Donc si l'objectif c'est des problèmes liés au cerveau, c'est plutôt le PA. Et après par contre le DHA est recommandé pour des maladies cardiovasculaires ou des problèmes d'arthrose par exemple. Alors ensuite il y a la vitamine D. Alors d'où est-ce que c'est venu la vitamine D? Donc il y a des méta-analyses qui suggèrent que la vitamine D ça peut être utile dans la dépression. Donc tous les types de dépression, alors ça n'a pas été étudié dans la dépression bipolaire spécifiquement, mais il n'y a pas de raison de penser que ça puisse pas être utile. L'idée c'est que la vitamine D est une vitamine essentielle dans le corps pour réguler tout ce qui est immuno-inflammatoire. C'est une hormone lipidique, et avant on ne s'y intéressait que pour l'ostéoporose de la phalangie. Ça s'arrêtait là, on disait c'est la vitamine des os. Et donc, s'il y a une fragilité des os, il faut prescrire de la vitamine D. Et ça, c'était assez connu, mais moi j'ai appris ça pendant mes études de médecine. Et en fait, on a trouvé des récepteurs à la vitamine D dans le cerveau. Et donc là, du coup, ça a ouvert tout un champ à partir de 2009, parce qu'on ne sait pas la fonction de ces récepteurs à la vitamine D. Donc du coup, toutes les hypothèses sont ouvertes. On est allé regarder, on s'était dit, bon, les études de la vitamine D, c'est surtout dans les pays scandinaves, parce qu'ils ont 6 mois d'hiver par an, enfin d'hiver avec une nuit quasiment complète toute la journée, et puis au Canada. Donc du coup, c'est sûr qu'eux, ils sont assez sensibilisés à la question. Et il y avait aussi l'observation qu'il y avait les Inuits, je crois, qui avaient une alimentation riche en oméga 3 et en vitamine D et qui n'avaient a priori quasiment aucun problème de dépression. Donc il y avait ces arguments-là, parce qu'ils mangeaient beaucoup de phoques, je crois. Et donc il y avait cet argument-là pour aussi dire qu'il y avait probablement quelque chose en rapport avec les oméga 3 et la vitamine D. Donc actuellement, comme il n'y a aucun risque de surdosage de la vitamine D et que la HAS ne recommande plus le remboursement du dosage de la vitamine D, qui coûte une quinzaine d'euros, je crois, comme les généralistes commençaient à tous prescrire ce dosage, parce qu'il y a eu justement un engouement autour de la vitamine D dans tout un tas de pathologies, la HAS a dit on ne rembourse plus le dosage et prescrivez la supplémentation directement. Voilà. Par argument indirect, c'est-à-dire si vous avez des symptômes évocateurs, eh ben, vous prescrivez la vitamine D. Alors du coup, mon hypothèse c'est que tout trouble psychique peut être un symptôme évocateur, et notamment quand on se retrouve comme maintenant au mois de novembre à Paris. Et donc du coup, ce que je prescris le plus souvent, c'est des ampoules de vitamine D, donc on prend une ampoule par mois et c'est fait. Après, il y a des personnes qui disent que c'est mieux de prendre des comprimés tous les jours parce que ça ne fait pas l'effet rebond. Mais il faut penser à prendre le comprimé tous les jours, ce qui n'est pas forcément facile, et surtout pour des personnes qui ont déjà plein de comprimés à prendre. Personnellement, je préfère l'ampoule quand même, je trouve que c'est plus simple. Alors après, il y a la question des probiotiques. J'ai beaucoup parlé des bactéries du tube digestif, et donc l'idée c'est que si j'ai un trouble psychique, il est possible, je dis bien il est possible, qu'il y ait un lien, sans que je parle de cause ou d'effet, mais qu'il y ait un lien d'association avec des perturbations des bactéries de mon tube digestif, qui peuvent venir de tout un tas de choses, de mon alimentation, de mon activité physique, d'autres choses. Et à partir de là, l'hypothèse, c'est que je vais apporter en grande quantité des bonnes bactéries à mon tube digestif pour le réenrichir en bactéries anti-inflammatoires. Et ça, c'est les probiotiques, c'est des bactéries vivantes que je prends en comprimé. Donc ça, c'est le matin à jeun, parce qu'il faut que ça passe le plus vite possible dans le tube digestif, et avec un grand verre d'eau. Et donc j'ai eu plusieurs marques. Alors il n'y a pas un probiotique recommandé. Les études suggèrent que pour avoir un probiotique efficace, il faut que ce soit une association de lactobacilles et de bifidobactères, ce qui est le cas de quasiment toutes les préparations probiotiques, en grande quantité sans que la quantité ait été définie. Donc le plus riche, c'est le biotique P10, et c'est le seul probiotique qui a une AMM dans un trouble médical qui est la maladie de Crohn. Raison pour laquelle je le prescris, parce que mon hypothèse c'est que si ce probiotique est efficace dans une maladie inflammatoire de l'intestin, il y a toutes les chances qu'il soit efficace aussi pour des troubles psychiques qui pourraient, je dis bien qui pourraient être liés à des troubles psychiques. Donc maintenant, dans mes consultations, je demande énormément aussi les symptômes digestifs, ce que je ne faisais pas avant. Avant, la plupart des psychiatres ont été formés simplement à chercher la constipation, et ça s'arrêtait à peu près là, parce que c'était le symptôme qui angoissait le plus les psychiatres. Et maintenant, vraiment, je vais chercher de façon beaucoup plus fine les symptômes digestifs qui pourraient être évocateurs d'une dysbiose, c'est-à-dire une perturbation qualitative, ou d'une possibiose, une perturbation quantitative des bactéries du tube digestif.
Alors, parmi les molécules stars actuellement, il y a l'aspirine. L'aspirine, donc que tout le monde connaît, que probablement à peu près tout le monde a déjà pris dans sa vie, et qui a été découverte il y a fort longtemps. Et ce qu'on sait moins, c'est que l'aspirine, on la synthétise naturellement dans le corps, à l'état de trace, l'acide acétylsalicylique. Donc ça, c'est pour répondre à l'argument c'est pas naturel, parce que parfois j'entends encore c'est pas naturel. Et l'aspirine, en fait, il y a à peu près une étude tous les mois qui sort sur un bienfait de l'aspirine qu'on ne connaissait pas. Dans tout un tas de pathologies, comme le cancer par exemple, et d'autres choses. Et en psychiatrie, il y a beaucoup d'essais qui suggèrent que l'aspirine pourrait être intéressante dans les troubles psychiques. Ça a été essayé essentiellement dans la dépression, dans la bipolarité, dans la schizophrénie. Et le problème, c'est qu'en fait, on a des essais qui sont faibles en nombre, parce que ça coûte de l'argent. Et puis, c'est surtout qu'on a plusieurs dosages d'aspirine et qu'on ne sait pas trop en fait quel dosage étudier le mieux. Alors pourquoi il y a tous ces dosages? C'est parce qu'à faible dose, l'aspirine est le seul anti-inflammatoire qui inhibe la COX-1. C'est un type de protéine inflammatoire. Et c'est celle qui est responsable de la veille inflammatoire dans le corps. C'est-à-dire que c'est celle qui est en permanence en vigilance pour regarder s'il se passe un truc dans l'organisme et régler son compte aux virus, aux bactéries qui pourraient passer par là. Et puis la COX-2, elle, c'est celle qui s'active quand il y a carrément une infection, c'est-à-dire une plaie par exemple avec des bactéries qui rentrent. Là, on déclenche la COX-2, donc c'est le boulet de canon. Et la COX-2 COX, c'est cyclooxygénase. La COX-1 et COX-2. Et donc, logiquement, au début, les chercheurs ont dit on va aller regarder à la COX-2 parce que c'est celle qui est activée en conditions pathologiques. Et sauf qu'en fait, du coup, ils ne trouvaient pas forcément de résultats. Et après, ils sont allés regarder du côté de la COX-1 et ils ont trouvé quelques résultats. Et du coup, c'est comme ça que l'aspirine a été ramenée, a repris ses lettres de noblesse en psychiatrie. Donc ça c'est une option que je peux proposer, mais qui n'est pas parmi les premières parce que vous connaissez comme moi le risque hémorragique de l'aspirine. Ça augmente le temps de saignement, il ne faut pas aller chez le dentiste dans les 8 jours qui suivent. Et ça augmente le risque d'ulcère gastro-duodénal, donc je demande toujours aussi s'il y a des antécédents. S'il y en a, personnellement, je ne prends pas le risque parce que j'estime que le bénéfice n'a pas encore été suffisamment validé pour pouvoir suppléer à l'inconvénient. Et du coup, je préviens les personnes aussi des risques potentiels, mais comme l'aspirine est très bien connue, généralement ça ne pose pas de problème. Alors ensuite, il y a l'histoire de la N-acétylcystéine. Alors j'aime beaucoup cette molécule parce que c'est une molécule qui a démontré une efficacité dans plein de troubles psychiatriques en fait. Et des troubles psychiatriques, mais vraiment, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, moi j'avais plus ça en tête, c'est du skin picking, c'est les personnes qui peuvent à un moment donné se triturer la peau tout le temps en se disant j'ai une imperfection là et qui en fait vont se créer des lésions au niveau du visage. Et j'ai eu une patiente comme ça l'année dernière qui était prof de français le jour et stripteaseuse la nuit et qui en fait se triturait comme ça et après elle se mettait des couches de fond de teint pour masquer ce trouble et pour masquer les lésions. Et en fait, du coup, je suis allé regarder en fait, quels étaient les traitements qui pouvaient être efficaces parce que la partie thérapie cognitive et comportementale ne marchait pas très bien. Et j'ai découvert que la N-acétylcystéine, que je connaissais déjà, avait été étudiée et était efficace dans ce trouble-là, qui est quand même un trouble assez rare et spécifique. Alors, comment ça marche? La N-acétylcystéine, c'est un acide aminé modifié. Donc, c'est pas un médicament au sens propre, c'est comme un complément alimentaire. Sauf qu'on ne le trouve pas dans la nature, il y a un atome d'azote qui a été rajouté. Et en fait, cet acide aminé va être le précurseur d'une molécule qui s'appelle le glutathion, qui est l'antioxydant majoritaire du cerveau à l'état naturel. Donc dans notre cerveau, nous avons un antioxydant, le glutathion. L'antioxydant, c'est une molécule qui est chargée de protéger le cerveau des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des électrons qui vont agresser le cerveau. Donc qu'est-ce qui crée des radicaux libres? Par exemple, le tabac est un puissant toxique qui crée des radicaux libres. Les radiations, la pollution, tout un tas de choses peuvent agresser notre corps et produire des radicaux libres. Les graisses saturées, les sucres raffinés dont nous avons parlé dans l'alimentation produisent des radicaux libres également. Donc à partir de là, le rationnel, c'est de dire j'ai un orage oxydatif dans mon corps et donc je vais majorer les antioxydants pour neutraliser. Bon, évidemment, le mieux c'est de couper la source à la racine, donc d'améliorer l'alimentation, d'arrêter le tabac, nous sommes d'accord, mais nous pouvons aussi proposer la N-acétylcystéine comme antioxydant
et il n'y en a absolument aucun effet secondaire à part le fait de faire des aigreurs d'estomac, donc il faut la prendre avec le repas ce coup-ci, parce que sinon c'est mal digéré, mais c'est comme pour les antibiotiques. Alors, je pense que vous avez dû entendre énormément parler des liens entre sommeil et santé psychique. C'est juste pour vous dire, moi, ce que j'en retiens, et donc je ne prescris quasiment pas d'hypnotique, alors que quand je travaillais en service hospitalier, j'en prescrivais plutôt beaucoup. Et juste pour rappeler, alors je pense que là aussi c'est des choses très connues, mais bon, ce qui va sans dire va mieux en le disant. Les petites choses à aller explorer quand on a des troubles du sommeil. Parce que de la même façon, il n'est pas possible d'espérer avoir un psychisme en bonne santé s'il n'y a pas un sommeil réparateur qui lui permet de se régénérer. Alors, ce que je propose beaucoup, j'ai beaucoup de patients qui ont des troubles de l'endormissement, beaucoup. Et notamment dans les troubles bipolaires, on sait aussi qu'il y a une perturbation de l'horloge circadienne qui fait que les personnes qui ont des troubles bipolaires peuvent avoir plus de problèmes de sommeil que les autres, et notamment plus de problèmes d'endormissement, parce que ça peut être associé à un retard de phase. Le retard de phase, c'est quand on a tendance à se décaler de plus en plus loin dans la nuit, jusqu'à se coucher à 3 ou 4 heures du matin. Et donc, je parle beaucoup d'un dispositif, alors là, c'est pas, là pareil, j'ai pas d'action dans la boîte, c'est un dispositif dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Dodo, D-O-D-O-W. En fait, c'est une petite lampe bleue. Il y a 2 programmes, un de 8 minutes, un de 23 minutes, et en fait la lumière augmente quand il faut inspirer et elle diminue quand on expire. Et en fait, en suivant le rythme de respiration, ça induit un effet apaisant et endormissant au niveau du cerveau, et la lumière bleue permet de ne pas perturber le pic de mélatonine. Parce qu'une des grosses sources aujourd'hui des perturbations des troubles du sommeil, et ça je passe aussi mes journées à le rappeler surtout à mes jeunes patients, c'est que l'exposition aux écrans perturbe le pic de mélatonine et donc l'endormissement qui va suivre. Donc du coup, il s'agit aussi d'essayer de restaurer des activités qui n'exposent pas aux écrans, ce qui n'est pas toujours facile en fait. Donc j'essaye beaucoup de reparler de lecture, et je vais revenir sur la question de la lecture plus tard. Et puis je rappelle aussi que c'est pas parce qu'on n'a pas de réveil nocturne que les masques de nuit et les boules qui sont pas intéressants. Parce qu'il a été démontré que même quand on ne se réveille pas, si on entend un chien aboyer, une porte claquer, et ça perturbe le cycle de sommeil. Même si on ne va pas jusqu'au réveil, on peut sortir du sommeil profond. Donc en fait, ça peut quand même améliorer la qualité réparatrice du sommeil. Puis là, j'avais mis ici la literie aussi, évidemment, très importante. Alors le truc plus compliqué, c'est le conjoint. Alors là, par contre, je glisse pas trop dans ce terrain-là, parce qu'effectivement, si on a un conjoint qui ronfle, ça peut être très compliqué. Ou qui est agité, ou qui... Donc ça, c'était pour l'illustration de l'horloge circadienne. Oui, parce qu'il faut rappeler que pour les médecins du sommeil, la première cause de perturbation du sommeil, c'est le conjoint. Ici, un petit mot sur la luminothérapie. Alors, de la même façon que je m'intéresse beaucoup à la vitamine D, je m'intéresse beaucoup à la luminothérapie qui va avec les cycles veille-sommeil. Donc l'idée, c'est que nous pouvons manquer de lumière, notamment à Paris, j'en montrerai peut-être moins à Marseille, il y a une hypothèse, tout un champ de recherche sur les liens entre les troubles de l'humeur et la sensibilité à la luminosité, parce qu'on sait que dans le trouble bipolaire, l'automne et le printemps sont des phases, des saisons particulièrement à risque, et une des hypothèses, c'est que la luminosité, la forte variation de luminosité pourrait augmenter le risque de virage maniaque ou dépressif. Alors ici, vous voyez, bon, vous allez vous dire en fait c'est juste de la pub tout le temps, mais et en même temps il faut bien des trucs commercialisés, mais ça c'est la lampe qui m'a été recommandée par le Centre du Sommeil à l'Hôtel-Dieu. En fait, il se trouve que moi-même j'ai souffert de troubles du sommeil, j'avais un retard de phase, ça m'a été confirmé, donc ouf, je n'ai pas de syndrome d'apnée du sommeil, et donc dans les traitements qui m'ont été proposés, il y avait la luminothérapie. Donc l'hypothèse c'est qu'en fait dès qu'on se lève, parmi les choses qui peuvent augmenter l'éveil, donc il faut augmenter le différentiel veille-sommeil pour bien envoyer au cerveau le signal que ça y est, on est dans la journée, qu'on est réveillé. Donc parmi ces signaux, il y a le fait de prendre une boisson chaude, d'augmenter la température du corps. Donc l'activité physique aussi peut être quelque chose qui permet de se réveiller. Et puis il y a l'exposition à une lumière, donc c'est pas n'importe quel type de lumière, c'est 10 000 lux. Et c'est une lumière qui prend tout le spectre lumineux.
Et c'est cette lampe-là qui a été validée en fait en médecine du sommeil à l'Hôtel Dieu, donc c'est celle que je recommande aux patients que je suis. Donc l'idée, pour rappel, c'est de s'exposer une demi-heure le matin. Il n'y a pas besoin d'être exposé en direct, c'est-à-dire on n'a pas besoin de fixer la lampe. On peut lire, prendre son petit déjeuner devant. Et il faut que la lampe soit à peu près 1 mètre, un bras de distance, et la lumière impacte la rétine, et c'est suffisant pour augmenter l'éveil. Comment il s'appelle? La lampe, alors je voulais pas faire de pub, mais c'est la lampe Philips. Ouais. Et la référence, elle est compliquée, mais c'est celle qui... Alors ça coûte un peu cher, ça coûte à peu près 200 €. Par contre, c'est rentabilisé, parce que moi je l'ai déjà depuis 2 ans, donc... Puis vous pouvez vous en servir comme lampe tout court, en fait. Il y a beaucoup de types de lampes, par contre, celles qui sont validées médicalement, c'est assez opaque, donc c'est pour ça que c'est la seule que je connais actuellement, il y en a sûrement d'autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la seule qu'on m'a recommandée. Bon, évidemment, je ne vais pas vous... Oui? La limite, une demi-heure, oui. Au minimum, et il ne faut pas l'utiliser 4 heures avant le coucher aussi. Donc là, cet après-midi, j'ai fait ma petite séance de luminothérapie aussi. Et je ne vais pas vous rebassiner avec tabac, alcool, tout ça, café. Je pense que c'est très connu, mais juste pour rappel aussi, j'ai eu beaucoup de gens qui viennent me voir en disant j'ai des problèmes de sommeil. Et je demande, vous consommez du café? Oui, 4 ou 5 tasses par jour. Enfin bon, voilà. Donc pour rappel, s'il y a un problème soit d'angoisse ou soit d'insomnie, pour moi, vraiment, une des premières recommandations, c'est l'arrêt du café. Alors, je sais que ça peut être violent pour certaines personnes. Après, il y a le déca, etc., mais où on peut y aller progressivement. Enfin, il y a des personnes qui font des migraines quand ils en prennent moins, ce qui est le signe de la dépendance aussi. Et, mais par contre, comme c'est dans la vie courante, en fait, ben, du coup, on se dit, bon, ben, c'est pas du tout... ouais. Alors le thé, une tasse de thé contient 2 fois moins de théine qui est aussi stimulante que le café. Donc si on prend le même nombre de tasses de thé par rapport au nombre de tasses de café, on a moins en prorata de caféine, sauf que pour le thé, il y a d'autres inconvénients. Alors le thé vert, c'est topissime pour les yogis, etc. C'est antioxydant. Mais il y a un prix à payer pour tout, ça fait des anémies en fait, c'est fait réprise, donc pour les femmes notamment, ça peut augmenter le risque d'anémie. Et à titre personnel, moi je passe ma vie aux toilettes avec le thé, donc du coup c'est très handicapant pour moi dans la vie quotidienne. Et c'est un diurétique, hein, le thé, donc ça peut être très bien pour perdre du poids par contre, mais voilà, il faut avoir le temps aussi. Et socialement, c'est pas toujours simple. Bon, le tabac, l'alcool, je passe là-dessus, mais juste pour rappel aussi que l'alcool est un faux ami, c'est-à-dire qu'il est sédatif, mais qu'il donne un sommeil de mauvaise qualité et pas réparateur. Alors, là, on a parlé de toute la partie corps, molécules, physiologie, et maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie, qui est plus la partie esprit. Et il y a un concept que je rappelle beaucoup et qui fait le lien entre le corps et l'esprit. C'est un proverbe anglais, enfin, qui à la base vient des informaticiens. Garbage in, garbage out, ça veut dire si je fais rentrer des déchets, je fais sortir des déchets. Et l'idée, c'est que de la même façon que je ne peux pas avoir un corps qui est fonctionnel et à qui je vais demander de l'énergie, etc., si je le nourris mal, si je ne l'entretiens pas, c'est comme une voiture, quoi, il faut régulièrement l'entretenir. Et bien pour l'esprit, c'est la même chose. Je ne peux pas attendre de mon esprit d'être fertile, d'être ouvert, d'être dynamique si je ne le nourris pas de choses inspirantes, de choses positives. Alors, ça paraît évident comme ça, mais après, la question c'est comment mettre ça en pratique et savoir si soi-même on nourrit au mieux son propre mental, sachant qu'évidemment ça dépend de chacun, parce que chacun a ses propres façons de nourrir son mental qui lui sont propres. La question qu'on me pose beaucoup en pratique quotidienne, c'est il faut combien de temps pour que ça soit fonctionnel, que ce soit ancré. Alors j'aime bien le concept des 21 jours. C'est quelque chose qui revient énormément, les 21 jours, dans beaucoup de champs de développement personnel. L'idée, c'est que si je change une habitude dans ma vie quotidienne pendant 21 jours consécutifs, j'insiste sur le consécutif, s'il y a un jour où je ne le refais pas, il faut que je remette le compteur à 0. 21 jours consécutifs, la nouvelle habitude est ancrée au niveau automatique. Donc ça, chacun fait son expérience. Il y a des personnes qui poussent jusqu'à 40 jours quand c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre d'une habitude très ancrée, très ancienne. Mais en tout cas, vous voyez qu'on est dans l'ordre de la semaine et non pas des mois. Donc ce qui est déjà, je trouve,
plutôt positif. C'est pas la même chose de se dire je m'engage pour 21 jours que de se dire je m'engage pour le reste de ma vie à plus toucher par exemple une goutte d'alcool. Dans les théories de la motivation, une des choses que je rappelle beaucoup aussi, parce que la motivation c'est quand même un énorme problème au quotidien, c'est que la motivation est une fonction qui diminue au cours de la journée. C'est-à-dire que notre pic de motivation dans la journée, c'est au réveil. Parce que pendant le sommeil, on a pu se régénérer et on a le maximum d'énergie, de concentration et d'attention le matin au réveil. Donc s'il y a quelque chose de capital pour moi dans ma vie que je veux mettre en place, quelque chose qui est très important à démarrer, si je veux commencer à faire du sport, si je veux commencer à méditer, si je veux commencer à écrire un livre, si je veux commencer à chercher un emploi, et bien tout ça, il faut que je le fasse en priorité le matin au réveil avant de commencer ma journée. C'est-à-dire avant d'ouvrir mon téléphone portable, avant de consulter mes mails, avant peut-être même de prendre la tasse de café. Bon, la tasse de café, je l'autorise, voilà, parce qu'on peut le faire en même temps. Mais en tout cas, je sais que dès que je suis rentré dans ma journée, et ben potentiellement, je vais me faire happer par ma journée et à la fin, je n'aurais peut-être pas fait ce qui était vraiment important pour moi dans ma journée. Donc ça, systématiquement, je rappelle ça très régulièrement parce que j'ai des personnes qui me disent « je comprends pas, je procrastine, j'y arrive pas, je ne l'ai toujours pas fait, etc. » Et donc à chaque fois, je dis si vraiment c'est quelque chose qui est capital pour vous, souvent après je réexplore la motivation propre, profonde, de savoir, mais peut-être que le véritable objectif ne se situe pas là. Ça, c'est un autre problème aussi, c'est que parfois, on se fixe des objectifs qui ne sont pas nos objectifs profonds, mais qui sont les objectifs, par exemple, qui font plaisir à l'entourage ou qui font plaisir à la société parce que ça fait bien ou parce qu'on se dit qu'on serait une meilleure version de nous-mêmes si on était comme ça, mais en fait, on n'y croit pas vraiment. Alors la respiration, j'ai tenu quand même à faire un aparté là-dessus parce que bon, c'est quelque chose qui est assez peu étudié et même aussi véhiculé dans le monde de la psychiatrie. C'est juste le rappel qu'il est capital pour notre cerveau d'être correctement oxygéné. En médecine du sommeil, on m'a rappelé que quand on fumait, eh ben, on était en désaturation, c'est-à-dire que le taux d'oxygène dans le sang diminuait, et ça peut se mesurer par la saturation. Donc on chute par exemple à 90% de saturation. Donc dès qu'on fume, on met notre corps en privation d'oxygène. Et du coup, ça peut aggraver les troubles du sommeil. Et quand on est en état de stress, on a tendance à prendre la position qu'on peut appeler la position du macaque. Donc on est un peu comme ça, tout voûté, tout crispé. Et donc la première étape, c'est de rouvrir la cage thoracique et de faire une respiration qu'on appelle la respiration complète. La respiration complète, c'est une respiration qui implique les clavicules. Donc on va ouvrir les clavicules pour solliciter le sommet des poumons. Et on va respirer par le ventre, donc en respiration abdominale, pour solliciter le bas, les bases de nos poumons. Et là, on va solliciter la totalité du volume pulmonaire. Et ça va augmenter l'oxygénation dans le sang. Et il est démontré que l'oxygénation du corps modifie les dépolarisations du cerveau. Vous savez qu'on a des ondes électriques dans le cerveau, les ondes delta, gamma, etc. Il y a différentes fréquences en fonction de notre niveau d'activité. Et donc, si j'ai un mental qui commence à carburer, à turbiner, à ruminer, etc., et que je veux désactiver mon mental, par un moyen physiologique simple, je peux agir sur ma respiration. Alors, il y a plusieurs techniques respiratoires. Il y a une technique qui a été appelée le 4-7-8, donc c'est 1, 2, 3, 4, j'inspire, je bloque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je bloque, et j'expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'idée, c'est que dans tous les cas, l'expiration doit être 2 fois plus longue que l'inspiration, et après, il y a des techniques avec je bloque ou je bloque pas entre les deux. Et donc ça va moduler. L'idée de compter aussi permet aussi de décentrer l'attention de ce sur quoi le mental est en train de turbiner. Et ça peut être aussi des techniques qui peuvent être utilisées à l'endormissement, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure avec le dodo. C'était aussi des techniques basées sur la respiration. Donc au début, moi j'avais entendu parler de la respiration dans la TCC classique, puis en fait c'était une ligne en fait sur tous les trucs qu'on pouvait faire. Alors qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui se travaille, donc c'est énormément utilisé dans le yoga aussi, etc. Vous me dites si je suis trop bavard, hein. Ça va encore? Très bien. Alors, l'histoire de la méditation.
La méditation, la première fois que j'en ai entendu parler en psychiatrie, j'étais interne, et c'était à Montpellier. Et c'était vraiment, on avait donc des bibliographies, donc c'est quand on fait la revue de la littérature. Et puis là, on voit méditation pour la prévention de la rechute dépressive, etc. Et à l'époque, parler de méditation en psychiatrie, ça faisait rire, comme la moitié des choses que je vous présente ce soir. Et l'idée, c'est que avant, la méditation, c'était New Age, c'était Woodstock, c'était voilà, plein de trucs. Les hippies, mai 68, etc. Alors moi, j'ai pas connu ça, j'en suis triste. Enfin, je suis pas triste de ne pas avoir connu l'époque à générer 68, mais en même temps, 68, ça devait être quelque chose. Et puis après, du coup, bah, ça a été occulté dans les années 80 avec une dynamique plus fric, etc. Machin, enfin, vous connaissez l'histoire comme moi. Et puis c'est revenu. Et alors, la méditation a été critiquée parce qu'on dit quand il y a un truc enfin, pour dire les choses clairement, les charlatans utilisent l'argument de l'exotisme. Alors un truc qui marche en Orient, ça c'est l'argument clé pour dire ça y est, on a le nouveau truc. Voilà. Sauf que la méditation, c'est vraiment pas ça. C'est l'idée, en fait, que nous avons deux parties dans notre esprit. La partie occidentale, que nous appelons l'esprit en Occident, c'est ce qu'on peut appeler le mental ou l'ego. Ça, c'est la machine à histoire que j'ai dans la tête et qui produit 60 000 pensées par jour. Et ça, c'est la partie que nous avons à notre conscience quand on parle de l'esprit. Et c'est celle qui nous fait souffrir, d'ailleurs. C'est celle qui raconte des histoires qui nous font souffrir. Et donc les personnes viennent parce qu'elles ont un mental qui produit des événements mentaux qui les font souffrir. C'est important de le verbaliser comme ça, parce que la personne ne vient pas en disant « j'ai un mental qui produit des événements mentaux qui me fait souffrir », ils me disent « mon conjoint m'aime pas, je suis en train de divorcer, mon chef est un connard, etc. » Donc l'idée c'est que l'esprit est comme un miroir qui va refléter des événements extérieurs, qui va se les raconter, et qu'au lieu d'aller regarder ce qui se reflète dans le miroir, c'est le miroir lui-même qu'on peut aller regarder. Et le miroir lui-même, finalement, c'est la conscience ouverte. Alors, il y a un mot pour ça dans la religion bouddhiste, qui est le Rigpa, par opposition au samsara. Donc le samsara, c'est là où nous vivons tous, et pour les bouddhistes, en fait, c'est l'enfer, l'enfer des réincarnations, c'est-à-dire que nous sommes dans un cycle de souffrance où nous essayons de lutter pour créer une stabilité face au chaos qui va nous protéger de la souffrance, et c'est vain parce que tout est impermanent. Et donc, la méditation, alors il y a une centaine de méditations différentes. La méditation qui a montré le plus d'efficacité dans les troubles psychiques, c'est la méditation de pleine conscience. Donc à Montpellier, par exemple, il y a le premier centre référent qui a été créé pour le trouble borderline qui est un trouble de la régulation des émotions, et surtout de l'impulsivité et de la réactivité émotionnelle. Et dans le programme de psychothérapie est inclus une partie de pleine conscience. Alors, la méditation de pleine conscience, qu'est-ce que c'est? La méditation de pleine conscience consiste à aller porter toute son attention aux événements qui sont en train de se produire en nous par nos 5 sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, qu'est-ce que je sens dans le contact de mes jambes avec la chaise, etc., etc. Et à partir de là, je prends conscience, de plus en plus en pratiquant la pleine conscience, qu'au fur et à mesure de la journée, quand je vais vivre les événements qui composent ma vie, je vais avoir de plus en plus à mon esprit ce qui est en train de se passer dans mon corps. Et je vais constater, je vais faire l'expérience que souvent, quand j'ai une émotion, par exemple une émotion désagréable, puisque c'est celle sur laquelle on s'intéresse le plus, souvent cela provient d'une sensation que j'ai d'abord dans le corps et qui précède mon émotion. Et que c'est cette sensation que je veux faire céder le plus vite possible. C'est la boule dans le ventre, c'est la gorge serrée, etc. C'est le cœur qui bat vite. Ce sont ces sensations-là que je veux faire céder le plus vite possible, et pour cela, je vais court-circuiter ces pensées en prenant de l'alcool, en me divertissant, en prenant des drogues, etc., pour échapper à ces sensations. Et du coup, je vais, par la pleine conscience, laisser être ces sensations,
leur faire face et les accepter pleinement, ce qui peut être extrêmement difficile et parfois, donc pour des personnes qui ont été exposées à des psychotraumatismes par exemple, ça, voilà, ça peut être des choses très compliquées, mais pour ça il y a d'autres techniques comme le MDR par exemple. Et donc, plus je vais me connecter à cette conscience ouverte, et plus je vais prendre conscience des phénomènes mentaux, et prendre conscience que ces phénomènes mentaux ne sont rien d'autre que des phénomènes mentaux, c'est-à-dire des événements qui n'existent que dans mon esprit. Ça paraît probablement évident de le dire comme ça, mais les personnes qui viennent me voir, enfin, je pense qu'on l'a tous vécu, sont en état de fusion. Qu'est-ce que c'est la fusion ? La fusion, c'est quand mon esprit me lance un hameçon. Un hameçon, c'est une pensée que je connais par cœur, qui revient tout le temps, qui me raconte quelque chose à propos de moi ou à propos du monde, qui me fait souffrir. Et la première étape, c'est de repérer l'hameçon, simplement de repérer que mon esprit est en train de me lancer la pensée et que je suis en train de mordre à l'hameçon. Mordre à l'hameçon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte de donner le pouvoir à mon esprit pour changer mon comportement. C'est-à-dire que cette pensée qui se présente à moi, qui n'est rien d'autre qu'une pensée, je vais me comporter comme si elle était la réalité, comme si elle était vraie, et l'autoriser à prendre le contrôle sur mon action, c'est-à-dire changer mon comportement, le comportement que je n'aurais pas eu si je n'avais pas eu cette pensée. Je ne sais pas si je suis clair. C'est clair? Bon. Donc, bon, c'est compliqué, et c'est la méditation. Donc vous voyez qu'on est loin de Woodstock. Alors j'aime bien cette phrase, c'est le titre d'un livre qui a eu pas mal de succès. C'est aussi un moyen plus simple que la méditation de pleine conscience, plus rapide, c'est de se rappeler que quand notre esprit commence à raconter une histoire, je suis pas beau, je suis pas belle, je suis pas assez intelligent, pas assez intéressant, je vais finir seul, etc. Machin, et ben de se mettre en colère, là c'est la seule colère autorisée dans le bouddhisme, le courroux contre son esprit, et de dire à mon esprit, fous-moi la paix. Voilà. Ça c'est une technique qui marche bien. Alors la question de la diète médiatique, je vous parlais du garbage in, garbage out. Une des premières choses que je propose pour les personnes qui viennent me voir, c'est, je leur explique que la vie c'est comme une grande bibliothèque bien remplie. La nature a horreur du vide, donc nos vies elles sont très bien remplies de tout un tas de choses. On est très occupés, on a plein de choses à faire. Et en même temps, ça nous arrange bien, parce que si on avait du vide, ça nous laisserait du temps pour se poser des questions et faire face à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément envie de faire face. Et alors, si je viens et que je suis dans une démarche de changement, la première étape, c'est ce que les moines Shaolin appellent vider sa tasse. C'est-à-dire que si je veux apporter des nouvelles choses dans ma vie, il va falloir que je commence par enlever des choses à ma vie. Et donc ça veut dire faire le tri et jeter tout ce qui n'est pas utile pour moi ici et maintenant pour aller dans le sens que j'ai envie de donner à ma vie. Donc ça c'est pas forcément simple. Et une des premières choses qu'on peut trouver, c'est ce que j'appelle la diète médiatique, c'est-à-dire tout simplement de jeter le poste de télé et d'arrêter d'écouter l'actualité. Alors moi j'ai arrêté l'actualité depuis les élections présidentielles. Bon, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose en France depuis, mais bon, j'ai entendu quelques trucs, mais généralement, justement, on peut faire confiance à nos proches pour nous parler de ce qui est vraiment important. Et puis, on a l'air bête de temps en temps parce qu'on ne sait pas qu'un truc s'est passé. Et ça, je l'accepte parfaitement, c'est le prix à payer. Et j'explique d'ailleurs pourquoi, si les personnes sont intéressées de savoir pourquoi. Et puis, ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a des périodes où on est en diète médiatique. Et par exemple, une fois, je me suis ridiculisé dans une soirée parce que je ne savais pas qui était Teddy Riner à l'époque où il avait été archi médiatisé. Donc, ça donne aussi une leçon d'humilité en plus, donc c'est tout bénéfique. Donc l'idée, c'est d'arrêter de s'exposer à l'actualité, parce que l'actualité, si vous regardez bien, alors j'y fais attention, parce que la seule source d'actualité que j'ai, c'est l'écran de mon smartphone, en fait, où je n'ai pas réussi à désactiver les notifications. Alors j'ai parlé des notifications, et en fait, je vois à chaque fois juste les titres des faits divers, et c'est toujours un surveillant agressé à la prison de Perpignan, une petite fille disparue, enfin des trucs à chaque fois horribles. Donc l'idée, c'est je garde ce qui pour moi est important ici et maintenant, et surtout ce sur quoi j'ai moi un pouvoir d'action. L'idée, c'est que mon esprit va enregistrer de façon inconsciente, si en permanence il est exposé à des choses sur lesquelles il ne peut pas agir, il va enregistrer l'information de l'impuissance à agir.
Donc si en permanence je suis en train de regarder des débats sur le réchauffement climatique et que moi-même je peux rien faire pour le réchauffement climatique, bon, on peut faire des choses, mais si j'ai le sentiment que, voilà, que de toute façon on ne pourra rien faire tant que les protocoles seront passés au niveau international, etc. Et ben donc ça ne sert à rien d'aller plus loin sur le réchauffement climatique. Alors ça peut être choquant d'un point de vue éthique, parce qu'on se dit oui, c'est pas très ouvert comme attitude, mais au contraire, justement, l'idée c'est de dire je renforce mon pouvoir d'action, et donc je ne peux pas, par exemple, résoudre l'attentat qui s'est passé en Iran la semaine dernière. Enfin voilà, ce genre d'informations où les caméras vont aller focaliser sur des petits événements graves, mais qui, en fait, au niveau du prorata de la population mondiale, ne sont pas plus graves qu'avant, même moins. Ça, c'est aussi un autre argument. On va parler des croyances après. C'est qu'on nous dit, voilà, le monde, on va terminer, on va tous s'entretuer, il y aura une guerre nucléaire, il n'y aura plus d'eau, il y aura le réchauffement climatique, il y aura les réfugiés climatiques. Enfin, voilà, et donc, les Cassandres, il y en a tous les jours à la télévision. Et puis, quand on y regarde, en fait, on peut regarder les choses sous un autre angle et de dire, au prorata du nombre d'êtres humains actuellement à la surface de la planète, il n'y a jamais eu aussi peu de morts par la guerre, par la famine, par exemple. Certes, il y en a encore trop, mais au prorata, il y en a moins, et qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, et qu'il n'y a jamais eu autant de possibilités, par exemple, pour les chercheurs à la surface de la planète de se connecter pour trouver des solutions, qu'avec Internet, on peut avoir de plus en plus d'informations, qu'il n'a jamais été aussi simple d'accéder aux sources de la connaissance gratuitement, etc. etc., etc. Donc ça, c'est pour travailler sur les croyances limitantes, les pensées négatives. Donc ce que je propose aussi, et ce qui est assez facile à faire, c'est de supprimer tous les distracteurs. Un distracteur, c'est quelque chose qui fait irruption dans mon action alors que je ne l'ai pas convié. C'est le téléphone qui sonne, c'est le fait de laisser ma boîte mail ouverte et de regarder les mails qui arrivent, c'est Facebook, c'est les notifications, etc., etc. Dès que j'ai un distracteur, je perds 2 minutes de ce que j'étais en train de faire avant. Et si je fais la somme de tous les distracteurs au cours de la journée, ça peut représenter plusieurs heures au cours de ma journée. Donc ça, c'est pour augmenter les capacités de concentration, d'attention et du coup, l'efficacité. Alors, tout à l'heure, j'avais évoqué de la question de nourrir le mental. Donc là, on a parlé de la méditation qui avait pour but de se connecter à notre conscience ouverte et de faire l'expérience que des mécanismes de notre mental et de comment se généraient les émotions et les pensées dans notre esprit et de prendre conscience qu'il ne s'agit que d'émotions et de pensées et qu'elles ont d'autant plus de pouvoir que je leur accorde de l'importance que je crois à ce qu'elles racontent. Si je cesse de croire à ce qu'elles racontent, elles perdent de leur pouvoir, de leur importance, et petit à petit, elles vont cesser de venir me lancer des hameçons. Donc, chacun trouve sa clé pour nourrir son mental. L'idée, c'est qu'il faut réenrichir le mental. Le mental est appauvri. J'aime beaucoup la phrase qui dit qu'un trop-plein de réalité conduit à la dépression. C'est-à-dire, il y a des psychologues qui ont évoqué d'ailleurs le fait que l'état finalement psychologique un peu normal de quelqu'un qui vit dans la réalité, c'est un dépressif léger, parce que la réalité, c'est quand même aussi c'est la mortalité, c'est perdre des gens qu'on aime, c'est la maladie, c'est beaucoup de choses. Et donc l'idée, c'est de rapporter à son esprit tout ce qui peut le fertiliser, parce que beaucoup de personnes qui sont par exemple en état de dépression, en fait, sont appauvries en choses qui peuvent fertiliser leur mental. Bon, je ne rentre pas plus dans ce domaine, mais il y a l'idée de vraiment travailler sur comment je nourris mon esprit. Et moi, ça fait partie des discussions que j'ai tous les jours avec mes patients. Et parmi les choses que je peux leur proposer, alors ça, c'est des choses qui peuvent aussi faire sourire, c'est des livres qui, moi, m'ont inspiré. Alors, j'assume complètement, c'est pour la plupart des livres de développement personnel ou des romans de fiction. Et c'est toujours un partage qui est intéressant parce que ça permet aussi de parler avec les personnes de ce qui, elles, les ont inspirées, de se reconnecter à des livres qui ont pu les inspirer. Et je leur explique en quoi ça m'a inspiré et en quoi je trouve que ça peut être intéressant. Donc c'est une partie, par exemple, pour résoudre à la fois le problème des troubles du sommeil et en même temps avoir quelque chose. J'ai plusieurs personnes, en fait, qui m'ont dit... J'ai repris le goût de la lecture, en fait. Je l'avais perdu et moi, j'ai fait l'expérience de ça, en fait, pendant 5 ans. Les seules choses que je lisais, c'était des articles scientifiques. Et en fait, j'ai constaté, je me disais, mais comment je faisais avant, quand j'avais 20, 25 ans, j'étais quand même... je trouvais que j'étais moins à vif avec les événements de la vie, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a changé? Et parmi les choses qui avaient changé, il y avait le fait que je lisais plus, en fait.
et j'ai repris cette activité-là, et ça a réenrichi vraiment ma vie. C'est que mon expérience, et pour d'autres personnes, ça va être le cinéma, la musique, une association, une activité créative, chacun, la danse, enfin, voilà, chacun fera son expérience et trouvera son propre chemin, et de se rappeler que si je nourris pas mon mental, ben, il ne peut pas en sortir des choses positives. Alors ça nous amène à un autre truc New Age, et même plus ancien que ça, qui est la gratitude. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il y a des psychothérapies qui sont en train de se développer dans les pays anglo-saxons, et ça vient du fait de psychologues qui travaillaient dans des services de personnes qui avaient eu des accidents de la route, ou qui avaient eu des infarctus ou des AVC, et qui regardaient les facteurs qui différenciaient les personnes qui avaient une super résilience, qui s'en sortaient très bien dans leur vie, des personnes qui au contraire s'effondraient dans la dépression. Voilà. Et parmi les facteurs qui ont été identifiés, il y avait le fait que les personnes qui s'en sortaient étaient dans la reconnaissance de ce qui leur était arrivé, en disant bah, finalement c'est parfait que j'ai eu cet accident de la route, cet infarctus, cet AVC, ce cancer, parce que ça a changé complètement ma vie, j'ai mis en place des choses dans ma vie que je ne faisais pas avant, et ça m'a éclairé sur le sens de beaucoup de choses. Et donc à partir de là, du coup, les psychologues se sont posé la question comment on pourrait faire pour que finalement tout le monde puisse bénéficier de ça, parce que au début on pourrait se dire bon bah, c'est une personnalité, c'est des personnes extraordinaires qui voilà, des gourous, voilà, des personnes qui ont un grand cycle de réincarnation, des âmes vieilles, voilà, des gens sages. Et donc la question justement c'est parmi les émotions positives, et ça on n'en parle pas beaucoup, quand on cite les émotions positives en psychiatrie on dit la joie, la surprise, et encore la surprise c'est pas toujours positif. Et comme de par hasard, on a beaucoup plus d'émotions négatives, on a le dégoût, la tristesse, la colère, l'agacement, etc. et plein de choses. Alors qu'on ne parle jamais de la gratitude, de la sagesse et de l'amour inconditionnel, qui sont les trois grandes émotions qu'on peut faire grandir. Alors c'est quoi le rationnel de ça? Le rationnel, c'est que l'esprit ne peut pas ressentir des émotions contradictoires. Il n'est pas possible de ressentir de l'angoisse en même temps que de la gratitude. J'ai choisi la gratitude parce que c'est quelque chose de plus facile et de plus intuitif que la notion de sagesse et d'amour inconditionnel qui là sont plus... Enfin, ça vient après, et j'en parlerai pas. Et donc la gratitude, alors la question qu'on me pose souvent en premier, c'est oui mais la gratitude pourquoi en fait? Pour qui? Pourquoi? Enfin voilà. Alors, en fait c'est le sentiment de gratitude. Donc comment ça fonctionne? L'idée c'est, il y a plusieurs étapes. La première étape dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce que ça a été pas mal médiatisé, c'est les 3 pensées de gratitude par jour. L'idée c'est qu'au moment où j'éteins la lumière le soir, plutôt que de ruminer sur « Ah, voilà ce qui s'est passé, ah, elle m'a dit ça, ah, j'aurais dû dire ça », ou de dire « Ah, qu'est-ce que je dois faire demain, ah, il va se passer ça, ah, je suis anxieux, etc. » Bah, au lieu de faire ça, de dire « Ok, génial, maintenant c'est le moment où je trouve mes 3 moments de gratitude de la journée, et où je ressens la gratitude pour ça. » Alors, une personne qui n'est pas entraînée à la gratitude peut avoir du mal à trouver 3 moments. C'est même assez classique quand je commence à le demander aux patients, et surtout aux patients dépressifs. Je rappelle que la gratitude, c'est pas la gratitude pour des choses extraordinaires, et donc l'idée c'est que moins j'ai développé la gratitude, et plus il me faut des choses énormes pour ressentir de la gratitude. Alors que plus je vais m'entraîner à ressentir la gratitude, et moins il me faudra d'éléments extérieurs. Donc en fait, je vais automatiser la gratitude, tout comme il y a des personnes qui ont automatisé l'angoisse. Il y a des personnes qui se lèvent le matin, elles sont déjà angoissées de ce qui peut se passer, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une personnalité anxieuse. Et bien là, l'idée, c'est qu'on va développer une personnalité de gratitude. C'est-à-dire, dès le matin, on va dire, génial, maintenant, le jeu, ça va être de trouver les moments de gratitude. Alors, je vous dis concrètement comment ça s'exprime dans la vie de tous les jours, parce que ça, je le fais vraiment, c'est pas juste des trucs, des peu pieux, mais ça a vraiment changé ma vie. C'est que là, par exemple, pour vous donner un exemple concret, j'ai un ami qui est psychologue à Montpellier et qui a subi une rupture sentimentale très brutale il y a 1 mois de ça. Et ça a été vraiment hyper violent pour lui, et il connaissait déjà la thérapie d'acceptation et d'engagement, il est psychologue, il faisait le DUTCC, il a 35 ans, il est en cabinet, il gère des enfants autistes, enfin voilà, il avait quand même tout un bagage.
Et là, il est terrassé, en fait, c'est-à-dire que son ego a été balayé par cette trahison, voilà, une rupture très brutale. Et donc, il se trouve que le hasard a fait qu'il était à Paris pour une formation et que je ramasse la petite cuillère comme ça, le lendemain, en fait, le cerveau. Et du coup, je vais vous raconter la fable. Alors, vous avez compris que j'adore les fables. Le pouvoir de la métaphore, c'est un truc que je trouve assez énorme. Je vais raconter la fable du paysan et du cheval blanc. Est-ce que quelqu'un la connaît? Oui. Alors, c'est l'histoire d'un paysan très pauvre qui possède un merveilleux cheval blanc que lui envient tous les villageois et même les plus grands notables qui lui proposent des fortunes pour son cheval. Et le paysan à chaque fois répond « Non, mon cheval n'est pas à vendre ». Et puis, une nuit, le cheval disparaît. Les villageois viennent voir le paysan le lendemain et lui disent « Tu as été bien bête, tu aurais dû vendre ton cheval, au moins maintenant tu serais riche. Maintenant, on te l'a volé et en plus tu restes pauvre. » Qu'est-ce que vous auriez ressenti à la place du paysan? Tristesse? Comment? Déception. Déception. Le paysan répond « Certes, je n'ai plus mon cheval. Est-ce qu'on me l'a volé? Je ne sais pas. Et est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Seul l'avenir le dira. » Tout à fait. Alors j'ai plein de phrases de Lao Tzu aussi pour un peu. J'adore Lao Tzu. Et le cheval réapparaît 15 jours plus tard, accompagné de 7 chevaux sauvages. Il était parti, il s'était échappé, et il ramène des chevaux sauvages avec lui. Ils sont tous en train de paître dans le pré du paysan, et les villageois viennent voir le paysan en lui disant « C'est une bénédiction, maintenant tu as 8 chevaux merveilleux. » Qu'est-ce que vous ressentiriez à la place du paysan? Surprise? Oui. Satisfaction? Okay. Étonnement. Le paysan leur répond « Certes, maintenant j'ai 8 chevaux magnifiques. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Seul l'avenir le dira. » Le fils du paysan décide de dompter les chevaux sauvages. Et l'un des chevaux est très nerveux, l'éjecte et il se brise le bassin, il devient paraplégique, il perd l'usage de ses jambes. Les villageois viennent voir le paysan et lui disent « Tu as raison, en fait c'était une malédiction ces chevaux, ton fils ne pourra plus jamais marcher. » Qu'est-ce que répond le paysan? Certes, mon fils n'a plus l'usage de ses jambes, mais est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Seul l'avenir le dira. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer la fin de l'histoire où, finalement, ça peut être une bonne chose que le fils du paysan n'ait plus l'usage de ses jambes? Oui, c'est la guerre et il partira pas. Exactement. Donc, on peut imaginer comme ça, quand son fils perd l'usage de ses jambes, que ça donne un coup quand même. Et on a dit, donc, on perd le cheval, on est déçu, on est triste, on retrouve le cheval et en plus on gagne. En fait, à chaque étape, on peut être dans l'illusion de « je perds » ou « je gagne ». Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, la fin de l'histoire, c'est que la guerre se déclare et que l'ensemble des jeunes gens sont envoyés au front, sauf le fils du paysan qui n'a plus l'usage de ses jambes. Et les villageois viennent voir le paysan en lui disant « tu avais raison, finalement toi au moins tu auras ton fils à tes côtés jusqu'à la fin de tes jours et nous on n'est pas sûr de revoir les nôtres ». Et le paysan répond « Certes, je garde mon fils près de moi, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Seul l'avenir le dira. » Alors j'ai raconté ça à mon ami qui sortait de sa rupture et il était en larmes au début et puis je lui ai raconté ça avec une piscine de champagne et il m'a dit, il m'a témoigné après que cette histoire l'avait énormément aidé en fait. Qu'après il a eu la pensée pour tout ce qui allait se passer ensuite. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Seul l'avenir le dira. Et vraiment, je vous invite à jouer le jeu, en fait, à chaque fois que vous avez quelque chose. Je le fais tout le temps et c'est extraordinaire à partir du moment où on choisit cette croyance.
on découvre des choses. En permanence, on est frustré, on est déçu, voilà, on n'a pas ce qu'on veut. Et puis on peut dire, oui, ben, c'est facile de dire que tout est ok. Non, je suis pas en train de dire tout est ok en fait. Je suis en train de dire, à chaque fois que j'ai une émotion désagréable, c'est que je suis dans l'illusion du je perds. Les villageois, au début, ils étaient dans l'illusion de il a perdu son cheval, et puis après, ils étaient dans l'illusion de il a gagné 8 chevaux, puis après, dans l'illusion de il a perdu ses jambes, etc. Alors que le paysan, à chaque fois, il dit je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, et simplement, je vais attendre de voir ce que l'avenir dira. Et la bonne nouvelle, c'est que l'avenir, ça ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que ça s'arrête le jour de notre mort, mais c'est surtout qu'on n'est pas tout seul. Et que quand je suis dans l'illusion du je perds, c'est soit que je n'attends pas la fin de l'histoire, c'est-à-dire que je n'attends pas de voir en quoi dans l'avenir ça peut devenir une bonne chose, parce que justement on parlait de Lao Tzu, du taoïsme, tout est parfaitement équilibré, c'est une des croyances que je propose. Et donc si tout est parfaitement équilibré, ça ne veut pas dire penser positif, je déteste ça, il y a des mots que je déteste, c'est positiver, relativiser, voilà, des trucs comme ça, la méthode Quick si j'aime pas. Et non, c'est pas ça en fait, c'est juste de dire, moi, être humain, avec mes 5 sens et ma conscience unique d'être humain, je n'ai pas la prétention de voir l'ensemble du film qui est en train de se passer, et l'ensemble du film qui est en train de se passer, il est équilibré, c'est-à-dire que si je suis en mode je perds, quelqu'un d'autre est peut-être en mode je gagne, et que moi-même, je serai en mode je gagne, mais je ne sais pas encore comment et par qui. Et donc j'ai simplement l'humilité de dire je ne sais pas en fait. Et cette petite pensée-là peut aider. J'ai du temps encore? Non, oui, c'est bon. Non, si je peux abonder dans votre sens très, très rapidement. Je fonctionne effectivement de cette manière-là depuis 28 ans. Pardon? Ouais. Pour abonder dans le sens de Dr Font, je fonctionne de cette manière-là depuis 28 ans. J'essaie d'expliquer pourquoi assez rapidement. Il y a 28 ans en arrière, mon épouse a fait ce qu'on a fait à l'époque, ce qu'on appelait à l'époque une psychose puerpérale. 5 semaines après la naissance donc, de mon premier fils, j'étais à Paris, le médecin généraliste ne savait pas quoi faire. J'ai appelé ma mère qui était en Bretagne, qui a appelé son médecin généraliste, qui a appelé son confrère psychiatre, et on est descendu là-bas, dans une clinique neuropsychiatrique, avec une semaine de cure de sommeil. C'est l'année en 1989, quelques mois avant la naissance de mon premier fils, le 16 avril, où est sorti le film Camille Claudel. Je pense que ça vous dit quelque chose. Moi, à ce moment-là, effectivement, je me suis dit, elle va finir sa vie dans un asile, reclus, puisque le psychiatre, à l'époque, le neuropsychiatre, était très pessimiste sur son devenir. Et effectivement, ça ne s'est pas passé comme le psychiatre l'avait envisagé. Derrière, on a eu 2 autres enfants, pour lesquels ça s'est très bien passé. Mais il se trouve que j'ai un fils qui, en 2011, a déclaré aussi la maladie. Et a eu 20 ans à l'hôpital Albert Chenevier de Créteil. En tout, il a été hospitalisé 4 fois, mais grâce effectivement à cette histoire que m'avait raconté mon professeur de yoga, je pratique le yoga depuis 1991, qui est la naissance de mon 2e fils, elle nous a raconté effectivement lors d'une séance l'histoire que vous venez de raconter. Et effectivement, depuis ce soir, je suis assez ému. En temps normal, je le suis pas, mais j'ai vécu 2 rechutes pour mon épouse. Comme je disais, mon fils a été hospitalisé 4 fois. Beaucoup de personnes me disent, mais on ne comprend pas comment tu fais en fait pour tenir la force que tu as. En fait, il n'y a pas de force.
c'est que je pratique effectivement la gratitude, parce que quelque part, avec cette sacrée maladie, elle m'a ouvert des champs de connaissances. Elle m'a ouvert aussi, elle m'a amené à faire des rencontres. Vous rencontrez par exemple ce soir, je ne serai pas là sinon. Et enfin, je vais pas dire comme quelqu'un le dit de temps en temps qui est ici présent dans cette salle, que cette maladie lui a apporté beaucoup finalement de choses très positives. Je vais conclure sur cet aspect pour rappeler également, je ne sais pas si vous en souvenez, de la dissolution ratée de l'Assemblée nationale de Jacques Chirac en 1997, qui avait été élu président en 1995. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais il m'a été rapporté que le président Chirac, effectivement, a fait aussi référence à cette histoire du paysan. Et quand on sait qu'en 2002, la manière dont il a été réélu, bien effectivement, je pense que la gratitude est un sentiment à cultiver, à développer. Je vous remercie. Merci vraiment. Donc, on commence par les 3 pensées de gratitude, ce que certains médias ont appelé les 3 kiffs du jour. On peut le dire d'une autre façon, ça dépend de l'âge de la personne qu'on a en face de nous. Et au début, c'est difficile, en fait, parce que les personnes disent je ne vais pas dire merci. J'ai eu une patiente qui a 70 ans qui m'a dit et vous voulez que je dise merci parce que j'ai été internée, que j'ai été violée par un infirmier pendant mon internement. Et je précise toujours qu'on n'est pas en train de dire merci, j'en redemande, on n'est pas masochiste, on n'est pas en train de rechercher la souffrance. On est en train de dire merci, j'ai compris, j'ai grandi, ça a participé à mon développement. C'est juste le simple fait d'acter que si on regarde les choses telles qu'elles sont, les choses qui nous ont fait souffrir ont participé. Alors je sais que ça peut être, enfin voilà, j'ai plein de patients qui me disent ça bloque, ça résiste quoi. Les choses qui nous font souffrir participent à notre épanouissement, enfin c'est pas le mot épanouissement, mais au fait de grandir en tant que conscience en fait. Et que, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience comme moi, mais ce que je peux témoigner de titre personnel, c'est que les événements les plus difficiles que j'ai eu à traverser m'ont rendu plus attentif aux autres, plus dans la compassion pour les autres, et que c'est aussi à chaque fois des cadeaux de prendre conscience des personnes qui m'entourent, de la chance que j'ai de les avoir dans ma vie. Et voilà. Enfin, et alors que pourtant, voilà, il y a des moments où effectivement, brutalement, on peut être dans la perte, la surprise, voilà, enfin, et des choses très difficiles. Et donc ensuite, l'idée c'est de repérer les freins qu'il y a à ça. Parce qu'en fait, on a tous des freins qui vont s'opposer à ça, des pensées qui vont dire oui, mais moi, c'est différent. Et donc, je vais passer rapidement là-dessus parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais parmi ces freins, il y a le fantasme. Donc le fantasme, c'est je suis en mode je gagne, j'ai l'illusion d'être en mode je gagne. Et si je suis dans l'illusion d'être dans le mode je gagne, c'est que potentiellement je peux passer en mode je perds et là je vais être dans la souffrance. Exemple, on pense que avoir une promotion, c'est être en mode je gagne. Avoir tombé amoureux, commencer une relation amoureuse, c'est être en mode je gagne. Or, en fait, est-ce que ce sera une bonne ou une mauvaise chose? Ça va bien le dire. Pour l'histoire des relations amoureuses, moi je me suis retiré de l'affaire. Et la peur, donc la peur, l'idée c'est que si je commence une phrase par j'ai peur, je parle de l'avenir. Alors on parlait de Lao Tzu. Lao Tzu, si tu es tout le temps dans le passé, tu es dépressif. Si tu es tout le temps dans l'avenir, tu es anxieux. La sérénité ne se trouve que dans l'instant présent. Donc si je commence par j'ai peur de la mort, j'ai peur du rejet, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur de l'échec,
j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la vieillesse. Dans tous les cas, je suis en train de parler de l'avenir. Donc je suis dans des projections de mon esprit, et que je sois dans l'espoir ou dans la peur, dans les deux cas, je suis dans l'illusion. Parce que ce qui se passera, c'est l'avenir le dira. La culpabilité, c'est l'inverse du fantasme, c'est dans l'illusion du je perds. La culpabilité, c'est par exemple, j'ai fait souffrir quelqu'un. Oui, j'ai fait souffrir quelqu'un, mais est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Nul ne le sait. Parce que peut-être qu'en quittant une personne, j'ai fait la meilleure chose peut-être pour cette personne, qui peut-être a rencontré quelqu'un d'autre, ou qui peut-être a développé des choses qu'elle n'aurait pas développées si je ne l'avais pas quitté. Et c'est valable réciproquement si j'ai été quitté. Le sentiment de supériorité ou d'infériorité, ça va ensemble, sont dans les deux cas une illusion. C'est-à-dire que, et ça rejoint ce qu'il y a en dessous, la comparaison. Alors je passe énormément de temps tous les jours à rappeler que la comparaison c'est le suicide. C'est une phrase d'Emerson. Si je commence à me comparer, je suis sûr d'être malheureux. C'est-à-dire que je trouverai toujours une personne dont je pense qu'elle a plus que moi sur un critère de sa vie. Et surtout, je serai dans l'illusion parce que je ne verrai que la partie que cette personne accepte de me montrer de sa vie, et je ne verrai pas le prix qu'elle a payé pour avoir ce que je perçois qu'elle a en plus. Par exemple, on peut envier des personnes qui sont dans la célébrité. On peut envier des stars hollywoodiennes, par exemple. Et puis, en même temps, on peut se dire, mais c'est quoi le prix à payer pour être une star hollywoodienne? Le prix à payer en termes de temps, le prix à payer en termes de relations humaines, le fait de ne pas avoir potentiellement de vie privée, le fait les paparazzis, et puis de prendre conscience que ce sont des personnes qui finalement traversent des épreuves de vie comme nous tous, Sharon Stone qui fait un AVC, Brad Pitt qui se sépare, etc. Enfin, et donc ça nous rappelle finalement, et c'est ça qui fait que la presse Apple marche, c'est que ce sont des personnes qui traversent des choses finalement comme nous. Et puis enfin, il y a l'impatience. Je rappelle souvent qu'il faut être patient avec son impatience, notamment au début du travail, quand les personnes me disent « oui, mais ça marche pas, j'ai rebu, j'ai pas arrêté de fumer, j'ai pas lu le livre, etc. » Et je dis « ok, patience avec l'impatience, il y a un temps pour tout. » Et l'impatience, c'est l'illusion que les choses seraient mieux si elles étaient plus rapides. Alors qu'en fait, c'est juste une illusion. Donc si je rate mon train et que je reste 3 heures à la gare de Clermont-Ferrand, comme ça m'est arrivé, et ben, je me dis, ok, c'est un merveilleux cadeau, il fallait absolument que je sois dans cette gare pendant 3 heures. Donc c'est quoi le cadeau? Peut-être que je vais lire l'article qu'il fallait que je lise à ce moment-là, ou peut-être que c'était la personne que je devais rejoindre qui devait m'attendre pendant 3 heures, etc. Et souvent, on n'a pas la réponse, et c'est parfait comme ça, parce qu'en fait, on a aussi, du coup, à la fin, la croyance que si on ne perçoit pas le cadeau, ben, c'est que le cadeau, il est ailleurs, à un autre niveau, pour quelqu'un d'autre. Donc tout ça, tout ce que je viens de vous présenter, en fait, c'est l'idée de travailler sur les croyances, et notamment les croyances limitantes. L'idée, donc, une croyance n'est ni vraie ni fausse. Ça, je le rappelle régulièrement aussi aux personnes que je vois. Je leur dis, je ne discuterai jamais avec vous de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. La seule question que je vous poserai, c'est est-ce que c'est fonctionnel ou pas fonctionnel? Est-ce que c'est utile ou pas utile? Est-ce que ça enrichit votre vie ou pas? Si ça enrichit votre vie, si c'est utile, si c'est fonctionnel, on valide, peu importe que ce soit vrai ou pas. En pratique, on a commencé par la sérendipité au début, on voit que la conception du monde évolue, et on a eu Copernic qui nous a expliqué que la Terre n'était pas au centre de l'univers, on a eu Darwin qui nous a expliqué qu'on descendait du singe, et puis on a eu Freud qui nous a dit qu'on n'avait que des pulsions sexuelles, qu'on voyait des pénis partout, tout le temps que c'était ça qui guidait nos actions. En permanence, on a des théories qui viennent bouleverser notre représentation du monde. Et donc simplement de se rappeler que nous sommes la somme de nos croyances, et que c'est ça qui nous définit en tant qu'individu, qu'il n'y a pas deux individus qui ont exactement les mêmes croyances, on a chacun notre carte du monde, notre grille de lecture du monde, et que c'est parfait comme ça, et que par contre, c'est accepter aussi qu'on ne peut pas savoir chez les autres, et ça pour moi c'est un des plus grands défis, je pense, de l'expérience humaine, c'est qu'on ne peut jamais savoir, derrière les discours et derrière les actes, quelle est l'intention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas finalement avoir accès à l'intérieur de l'autre.
Un des bons moyens de développer sa gratitude, après les 3 pensées de gratitude par jour, ça c'est la première étape, et donc le mieux c'est de tenir un carnet de gratitude, parce que du coup les écrits restent, alors que les paroles s'envolent. Il y a l'idée de trouver ses mentors. Un mentor, en fait, c'est une personne, présente ou passée, réelle ou imaginaire, vivante ou décédée, qui a compté pour nous, qui a cru en nous parfois plus que nous-mêmes, et une personne pour laquelle on s'est dit « Waouh, heureusement que cette personne a traversé ma vie, a croisé mon chemin, parce que ma vie est plus riche après son passage. Cette personne m'inspire. » Donc ça peut être un professeur, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un écrivain, ça peut être un personnage. Et donc l'idée c'est d'aller faire la liste de ses mentors et d'apprendre aussi à se reconnecter. Parce que l'idée c'est que les qualités qui nous ont inspirés chez ces mentors sont des qualités que nous avons déjà en nous et que nous aspirons à développer. Et donc là c'est sortir de l'illusion que les autres ont quelque chose qu'ils nous apportent et que sans eux nous sommes privés de cette chose qu'ils nous apportent. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup pour la question du deuil aussi. C'est que la personne qui a disparu, en fait, avait des qualités, des valeurs qui étaient déjà dans la personne qui souffre de cette disparition et qu'elle n'a pas perdu. Elle est dans l'illusion d'avoir perdu ça, alors qu'en fait, donc par exemple, là j'ai eu la semaine dernière une jeune fille qui a perdu son collègue de travail dont elle était très proche d'une façon assez brutale, et elle me disait je ne pourrais plus lui raconter ce qui se passe tous les jours au travail. Ce à quoi je lui ai répondu, mais en fait si, vous pouvez toujours lui raconter en fait. Parce que ce qui était important pour elle chez lui est toujours là, présent en elle. Je sais que c'est des choses qui sont un peu délicates et dont on peut discuter longtemps. Donc l'idée de tout ça, c'est que ça c'est quelque chose qu'on trouve dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est que ce qui permet de se lever le matin et ce qui permet de donner du sens finalement dans tout ça, parce que la définition du bonheur, c'est pas d'être heureux tout le temps, c'est d'avoir une alternance d'émotions positives et négatives, avec si possible un peu plus de positif que de négatif. Les psychologues ont évalué ça à peu près 2 tiers, 1 tiers, mais surtout que tout cela soit englobé dans quelque chose qui a du sens. Et donc c'est le travail sur le sens, donc je l'ai exploré un peu avec les croyances limitantes, et pour cela, il faut trouver sa mission de vie, son projet de vie et ses valeurs. Alors, souvent, ce que je propose comme exercice, un exercice que j'aime beaucoup, à l'occasion, vous pourrez le faire ce soir ou demain si ça vous intéresse. Le premier exercice, c'est de répondre à la question « Si je vous donne 300 000 milliards d'euros, donc une fortune à peu près infinie, mais qu'en plus de ça, parce que je suis super généreux, je vous donne le succès garanti dans tout ce que vous entreprenez. Qu'est-ce que vous faites du reste de votre vie? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, je vous prescris un bilan de santé complet et je vous annonce calmement que vous allez mourir dans 18 mois d'un AVC parfaitement indolore et que vous ne pouvez rien faire pour y échapper. Même question, qu'est-ce que vous faites du reste de votre vie? Donc, je vous conseille de prendre le temps et de laisser sortir tout ce qui doit sortir et de faire vraiment tous les domaines, professionnel, amical, familial, sentimental, spiritualité, santé, voyage, tout ce qui vous va. Et je constate souvent que parmi les patients que je reçois, beaucoup de personnes me disent finalement je ne sais pas. Et c'est là le début de tout le travail en fait. C'est que si je ne sais pas, il faut commencer par ça en fait. Parce que si je ne sais pas, il ne faut pas que je m'étonne de ne pas arriver à me lever le matin, de ne pas arriver à arrêter de fumer, de ne pas arriver à faire ce que j'ai envie dans la vie, parce que je ne sais pas ce dont j'ai envie dans la vie. La première étape, c'est se connecter à l'objectif, au véritable objectif. Et un des bons moyens aussi, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je continuerai à faire, même si jamais personne ne savait que je le faisais? Ça, c'est un moyen aussi de faire la part des choses entre ce qui est nos valeurs
et ce qui est les valeurs des autres, de la famille, de la société, de ce qu'on attend de nous, etc. Et souvent, parfois, les deux sont intriqués et c'est pas très clair dans l'esprit. Je répète. La troisième question, c'est qu'est-ce que je continuerai à faire même si jamais personne ne savait que je le faisais? Voilà, ça permet en fait de s'abstraire de la reconnaissance des autres, en fait, de ce qu'on fait parce que c'est bien de le faire, parce qu'on attend de la reconnaissance. Alors, j'ai eu la chance, grâce au professeur Schwann, qui est donc professeur à Nancy, je l'ai rencontré au Congrès français de psychiatrie l'année dernière, et il y a le prochain Congrès français qui est dans quelques jours. Et il m'a dit, Guillaume, je voudrais que tu fasses un numéro de la collection Savoir pour guérir. Il y avait déjà un numéro sur la bipolarité, un numéro sur la schizophrénie, un numéro sur la méditation aussi. Et il m'a dit, ta carte blanche pour le sujet, et je voudrais que tu écrives un livre où à la fois tu réponds aux questions qu'on te pose tous les jours, et en même temps où tu dis tout ce que tu aimerais que les personnes qui viennent te voir sachent. Donc ça a donné ce livre, qui est sorti en septembre, dont je me sers au quotidien en manuel en fait avec les personnes que je suis. Alors le titre, bon, ça m'est venu comme ça, c'est devenez la meilleure version de vous-même en 3 étapes. Je voulais un truc un peu sexy. Et surtout je voulais pas un truc santé mentale en fait. Parce que finalement ce que je vous ai présenté ce soir, donc vous voyez qu'on a fait quand même pas mal de domaines différents. Et en même temps, c'est tout ce que moi j'ai trouvé fonctionnel et tout ce que je trouve pas dans les enseignements classiques ou dans les livres de psychiatrie, etc. Donc ça, c'est ma croyance, c'est ma vision de ce qui, dans l'avenir, peut être inspirant et qui va peut-être pouvoir fournir des choses qui feront évoluer la pratique. Et surtout, j'ai voulu avec ce livre vraiment un outil pour toutes les personnes qui n'ont pas envie d'aller voir un psy en fait, et qui se disent ouais, je suis pas fou, etc. Machin, et qui ont envie mais en même temps d'explorer des choses, de mettre des choses en pratique dans leur vie. Et donc c'est une synthèse en fait de tout ce que j'ai lu pendant 5 ans et de ce que j'ai du coup expérimenté avec les personnes que j'ai suivies. Donc c'est un manuel dont je me sers au quotidien comme outil pour accélérer, c'est une espèce de catalyseur, parce que du coup je dis aux personnes, commencez à le lire, ne le lisez pas d'une traite, mais piochez en fait à chaque fois des petites choses et expérimentez. Je ne demande pas d'y croire, je demande juste de tester. Et si au bout de 21 jours vous avez testé et que ça ne vous parle pas, que ça n'enrichit pas votre vie, vous vous jetez et c'est parfait comme ça. Je vous remercie de votre attention. Mais pourquoi vous partez à Marseille? Ah oui. Je pars à Marseille parce que c'est ma dernière chance d'avoir un poste universitaire. Ouais. Est-ce que ça va marcher, seul l'avenir le dira. Je vais poser une question saugrenue. Est-ce que vous donnez des médicaments à vos patients? Oui. Je suis rassurée. Au début ou à la fin? J'ai enseigné la psychopharmacologie pendant 4 ans à Créteil, donc j'adore les psychotropes et la psychopharmacologie, je ne suis pas du tout opposé. Et par contre, ce que je ne faisais pas avant, c'est que je n'avais pas ces outils-là que je vous ai présentés. Et donc du coup, quand j'étais au CMP de Maison Alfort et que je voyais quelqu'un arriver qui pleurait, je me rappelle d'une femme qui était maître nageur et qui, pareil, avait vécu une relation très passionnelle avec un capverdien qui était son guide et tout machin. Et elle était venue me voir en me disant, ça y est, il m'annonce qu'il retourne avec sa femme parce qu'elle est enceinte et tout. Et là, j'ai juste envie de mourir. Dites-moi quelque chose. Et j'ai rien su lui dire d'autre que je peux vous prescrire des anxiolytiques. Donc voilà, elle m'a aidé à grandir. Hein. C'était un cadeau pour moi, ça l'était peut-être moins pour elle, mais en même temps, ça l'était quand même pour elle aussi. Parce que dans la pratique de la méditation, ce qui est décrit, c'est que ces moments-là de notre vie
on a envie de crever, où c'est le pire du pire. En fait, c'est des moments où on fait l'expérience de la dissolution de l'ego. En fait, on touche du doigt le néant, en fait, où on se rend compte. Et donc après, toute une partie de nos comportements vise à ne pas être à nouveau exposé à ça, à échapper à ça, donc par le divertissement, par les molécules, par d'autres choses. On ne veut plus revivre ça. Et donc l'idée, c'est de rentrer dedans et de respirer à travers. En fait, c'est la méditation d'espace de respiration qui en fait partie, etc. Mais c'est des choses qui sont très compliquées parce que voilà, quand on est dans la douleur, parfois il n'y a rien d'autre à faire que de juste s'endormir en fait. C'est anesthésie. Et en psychiatrie, on fait ça aussi, c'est-à-dire que parfois quand la douleur est trop forte, c'est pas le moment où on peut mettre tout ça en place. Ça, c'est après quand on se reconstruit. En fait. Mais bien sûr que j'applique les recommandations avec les critères diagnostiques classiques, c'est-à-dire que la responsabilité médicale est de traiter d'appliquer les recommandations validées basées sur les preuves. Après, justement, ce que j'expérimente dans ma pratique, c'est que tout cela permet d'éviter certaines prescriptions, notamment de benzodiazépines, parfois d'antidépresseurs aussi. Mais évidemment, par contre, ça ne soigne pas un trouble bipolaire. Ce sont des aides. Comment? Ce sont des aides. Oui, oui. Alors, par contre, on me demande aussi, donc en pratique, quels sont les patients à qui, par exemple, tu réserves les oméga-3 et tout comme ça. En fait, en pratique, c'est à quasiment tous les patients. Mais ce que je vise comme symptôme en priorité, c'est le manque d'énergie, le manque de motivation, le manque de concentration et le manque d'inspiration, je dirais. Parce que ça, je pense que nous tous, on peut être intéressés par ça, en fait. Oui. Quelle est la part de la psychanalyse dans le traitement du bipolaire? Parce que j'en ai pour moi, eux, ils pensent que c'est le contraire, qu'il y a zéro médicament, zéro dans qu'il n'y a pas de bipolaire. J'en ai un qui m'a sorti ça il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je me dis zéro. Ça, c'est un autre. C'est vrai qu'un autre thème de conférence. Vous avez compris que je ne suis pas psychanalyste. Le médicament. Pardon, il y avait une question. Oui. Une équipe de médecins et de biologistes canadiens guérissait 70% des schizophrènes uniquement avec des acides aminés, des vitamines et des oligo-éléments. Et donc, il n'y a pas une suite. Il y a aussi une expérience en Finlande aussi, Open Dialogue, je ne sais pas si vous connaissez. Une expérience en Finlande. Enfin, c'est pas une expérience, ça fait des années que ça fonctionne, Open Dialogue. En réalité, c'est un système où ils prescrivent quasiment pas de médicaments, où c'est un groupe infirmières, médecins, etc., qui accueillent les patients et qu'avec une bonne écoute et un bon dialogue, ils arrivent à aider les patients, mais dans certains cas, ils arrivent quand même à des prescriptions, mais beaucoup moins souvent dans les cas surtout des schizophrènes. Donc vous pouvez retrouver ça Open Dialogue sur Internet. Dialogue ouvert, dialogue ouvert en vidéo. Dans le même ordre d'idée des médicaments, vous avez cité le lithium, moi je suis sous traitement de lithium qui réussit parfaitement, seulement il y a des effets secondaires conséquents, des tremblements. Alors est-ce que c'est fréquent? Oui, c'est un des effets les plus classiques du lithium, le tremblement froid, qui peut être très handicapant. Bien pour manger que pour faire tout écrit. Et c'est pour ça qu'on cherche encore à améliorer les traitements. Une précision par rapport à la méthode Coué. Oui. Elle a été galvaudée. Oui, je sais. Tendance à dire qu'il faut se matraquer avec une idée. Tout à fait. Coué disait, le terme de Coué, c'est tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Sans surtout préciser le contenu. C'est-à-dire, en d'autres termes, il laissait justement l'inconscient et l'ouverture pour permettre de se dire, je ne sais pas où ça va le mieux, mais je fais confiance. Tout à fait. Mais, oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. J'ai parfaitement conscience de ce qu'était la méthode Coué, qui était une très bonne méthode, mais qu'elle a été dévoyée, tout comme le mot positiver est relativisé en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'une fois qu'on a eu carte blanche positive, on ne peut plus employer le mot positiver. Enfin, on a eu Laurie aussi. Enfin bon, voilà, c'est des mots comme ça qui deviennent connotés et qu'on ne peut plus utiliser. Donc les gens entendent par méthode Coué le fait de se répéter un truc, alors c'est pas ça.
Oui. Oui, vous avez parlé du régime, entre guillemets, de ce régime-là à titre curatif. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à titre préventif, en pratiquant ce régime, entre guillemets, on n'aura jamais de problème de Alors, moi j'ai la croyance que tout ce qui est curatif peut être préventif. Et que c'est même mieux quand c'est en préventif, parce que du coup les troubles ne sont pas installés. Après, oui, parce qu'en fait le problème c'est la causalité, c'est-à-dire que même pour d'autres champs de recherche, même la question du cannabis, c'est une question très compliquée dans la schizophrénie par exemple, parce qu'on n'arrive pas à déterminer clairement si les personnes auraient déclenché le trouble ou pas. Ou est-ce que le fait de consommer du cannabis juste accélère le déclenchement de la maladie, et donc il faudrait des études sur de longues années pour pouvoir trancher, et puis en plus il faudrait faire un essai randomisé. On mettrait la moitié des gens sous cannabis et l'autre non, donc éthiquement c'est pas possible. Donc scientifiquement il faut accepter qu'on n'aura pas cette réponse-là. Après on a des arguments indirects, et oui on considère que le cannabis augmente le risque de schizophrénie. Et de la même façon, par contre, il y a la question du tabac à l'adolescence aussi, qui pourrait être un grand pourvoyeur de déclenchement de maladie. Et pour l'alimentation, pour l'autisme, on a énormément de choses, énormément d'arguments indirects pour l'autisme. Et donc, à partir du moment où le cerveau est influencé par le microbiote intestinal pour son développement, logiquement, on peut imaginer que des perturbations qui touchent le microbiote pourraient toucher le développement du cerveau à un moment donné. En tout cas, d'un point de vue physiologique, il y a des bases pour le suggérer. Après, il faut amener les preuves. Et le problème des preuves, c'est que pour l'instant, ça coûte très cher d'analyser les bactéries du tube digestif. C'est 1 000 € par patient pour un métagénome. Donc il faut multiplier par le nombre de patients, et on attend plusieurs centaines de patients par essai. Donc on en est là actuellement. Et puis surtout, il faut définir ce que c'est un microbiote normal, un microbiote anormal. On en est encore à la phase où même chez les gens dits sains, qui n'ont pas de pathologie identifiée, on ne sait pas encore définir le microbiote normal, parce qu'il y a des variations très importantes qui ne dépendent ni de l'âge, ni du sexe, ni de l'ethnie. Donc c'est pas très clair sur l'effet du régime alimentaire. Donc il y a ce qu'on appelle la résilience du microbiote aussi, pourquoi certaines personnes, après des antibiotiques, font des perturbations du microbiote qui s'auto-entretiennent et d'autres non. Après une gastro, pourquoi certaines personnes ont des perturbations qui perdurent et d'autres non, ça on ne le sait pas. Très bien. Je crois qu'il faut qu'on en reste là. Je suis désolé parce qu'on a la salle jusqu'à 22 h, donc on ne peut pas épuiser le sujet. En tout cas, merci encore beaucoup au Dr Four d'être venu pour cette conférence. Merci à vous. On va partir d'une petite cagnotte si vous souhaitez contribuer à l'allocation de la salle pour ce soir et pour les conférences à venir. On vous donne rendez-vous au mois de janvier, donc le 25 janvier, avec le docteur Philippe Jamais. Je ne sais pas si certains d'entre vous déjà le connaissent, qui a écrit un livre l'année dernière qui s'appelle « Quand nos émotions nous rendent fous ». Donc Philippe Jamais a été pédopsychiatre, professeur des universités, praticien hospitalier pendant plus d'une trentaine d'années, peut-être même 40 ans. Donc voilà, donc il nous fait l'honneur de venir à notre prochaine conférence le 25 janvier prochain. Voilà, rentrez bien, prenez soin de vous.